Regarde ta main en ce moment. Non, sérieusement. Arrête ce que tu es en train de faire et regarde-la simplement. La couleur que tu vois, qu'elle soit ivoire pâle, beige doré, brun riche ou ébène profond, raconte une histoire. Une histoire sur l'endroit où tes ancêtres vivaient il y a des milliers d'années. Les défis auxquels ils ont été confrontés et comment ils se sont adaptés pour survivre dans des lieux qui auraient dû les tuer. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Si tu as la peau claire, la peau pâle, ce que nous appelons la peau blanche, tu regardes l'un des développements évolutifs les plus récents de l'histoire humaine. Nous ne parlons pas d'un passé ancien. Nous parlons de quelque chose de plus récent que l'agriculture, plus récent que les villes, plus récent que la poterie. Dans la grande chronologie de l'humanité, la peau blanche vient tout juste d'apparaître. Récemment, chaque humain vivant aujourd'hui, les 8 milliards d'entre nous, avait des ancêtres en Afrique il y a environ 300 000 ans. Et chacun de ces ancêtres avait la peau foncée. Une peau brun foncé riche en mélanine, conçue pour résister au soleil équatorial intense. C'était la configuration par défaut, l'original, la référence de ce à quoi ressemblait la peau humaine. Alors que s'est-il passé ? Comment certains humains ont-ils fini par être si radicalement différents ? Pourquoi les Suédois ne ressemblent-ils en rien aux Nigérians alors que nous sommes tous de la même espèce, tous descendants de la même population africaine ? La réponse n'est pas ce que tu pourrais penser. Il ne s'agit pas de races différentes ayant évolué séparément pendant des millions d'années. Il ne s'agit pas de différences biologiques fondamentales. Il s'agit de quelque chose de bien plus fascinant. Il s'agit de survie désespérée dans des environnements hostiles et nouveaux, de la capacité incroyable du corps humain à s'adapter, et de changements si dramatiques qu'ils ont réécrit notre code génétique en quelques milliers d'années seulement. Si tu utilises cette vidéo pour t'endormir, parfait. C'est exactement pour cela que je la fais. Alors peut-être abonne-toi et dis-moi où tu es et quelle heure il est. J'adore vérifier les commentaires et voir Tokyo à l'aube, Londres à midi, Los Angeles au moment d'éteindre les lumières, tous en train de regarder la même histoire se dérouler. Ceci est une histoire de migration, d'humains quittant l'étreinte chaleureuse de l'Afrique et s'aventurant dans des endroits froids et sombres où le soleil brillait à peine. Des endroits qui auraient dû les tuer. Et dans un sens très réel, ces endroits les tuaient jusqu'à ce que leur corps change. Jusqu'à ce que des mutations, aléatoires et accidentelles, donnent à certaines personnes un avantage de survie si puissant qu'en quelques milliers d'années, des populations entières s'étaient transformées. La science derrière la couleur de la peau s'avère bien plus complexe et fascinante que ce que quiconque ne le réalisait jusqu'à très récemment. Il ne s'agit pas seulement d'un gène ou d'un changement simple. Il s'agit de multiples mutations génétiques se produisant dans différentes populations à différents moments, toutes résolvant le même problème de manière légèrement différente. Il s'agit de vitamine D et d'acide folique, de rachitisme et de malformations congénitales, de mères essayant de garder leur bébé en vie pendant les hivers nordiques brutaux. Et voici ce qui rend cette histoire parfaite pour s'endormir. Elle n'est pas précipitée. L'évolution ne l'est jamais. Nous allons voyager lentement à travers 50 000 ans d'histoire humaine, suivant nos ancêtres alors qu'ils se répandaient à travers le globe, observant leur peau se clarifier progressivement en réponse aux nouvelles conditions d'ensoleillement. Nous rencontrerons les personnes spécifiques dont les mutations génétiques ont rendu la peau pâle possible. Nous découvrirons pourquoi certaines populations sont devenues blanches alors que d'autres non, même si elles vivaient à des latitudes similaires. Nous découvrirons le rôle surprenant que l'agriculture a joué dans l'accélération de ces changements. Plus important encore, nous comprendrons ce que la couleur de peau signifie réellement et ce qu'elle ne signifie pas. Car voici quelque chose que la génétique moderne a prouvé sans aucun doute. Les différences physiques que nous pouvons voir entre les populations humaines, les choses autour desquelles nous avons construit des systèmes entiers de discrimination, représentent la plus infime fraction de notre code génétique. Nous parlons d'une poignée de gènes sur environ 20 000. La grande majorité de la diversité génétique humaine existe au sein des populations, pas entre elles. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour la sociologie ou la politique. Nous sommes là pour l'histoire. L'histoire scientifique, archéologique, génétique réelle de comment les humains sont devenus blancs. C'est une histoire de détective écrite dans l'ADN, reconstituée par les scientifiques au cours de décennies de recherches minutieuses. Et c'est bien plus intéressant que n'importe quelle version simplifiée que tu aurais pu entendre auparavant. Alors installe-toi confortablement, détends tes épaules, laisse ta respiration ralentir.
Nous sommes sur le point de voyager dans le temps, à une époque où tous les humains étaient sombres, et de suivre le voyage qui a conduit certains d'entre eux à se transformer en quelque chose de nouveau. Un voyage de survie, d'adaptation, et de la flexibilité incroyable du corps humain. Le mystère écrit dans ta peau est sur le point d'être révélé. Avant que quiconque ne soit blanc, avant que quiconque ne soit pâle, avant que la couleur de peau ne devienne quelque chose à laquelle les humains pensaient même, nous étions tous sombres. Chacun d'entre nous, tes ancêtres, mes ancêtres, les ancêtres de tout le monde. Il y a environ 300 000 ans, dans les paysages ensoleillés d'Afrique, les humains modernes sont apparus. Et ils avaient tous une chose en commun. Une peau brun foncé, riche en mélanine, parfaitement adaptée à l'environnement qui les a créés. Ce n'était pas aléatoire. L'évolution ne fait pas de hasard quand la survie est en jeu. La peau foncée était la solution à un problème très spécifique. Un problème qui te tuerait si tu te trompais. Le soleil africain. Imagine le monde que tes premiers ancêtres habitaient. Pas l'Afrique d'aujourd'hui, bien que des parties restent similaires, mais l'Afrique du Pléistocène moyen. Des prairies s'étendant à l'horizon, interrompues par des acacias épars et des affleurements rocheux. Le soleil équatorial frappant avec une intensité difficile à comprendre si tu ne l'as jamais vécu. À midi, il n'y a presque pas d'ombre. Le soleil est directement au-dessus et le rayonnement ultraviolet se déverse comme un feu invisible. C'est là que les humains ont évolué. Pas dans des forêts où d'épaisses canopées filtrent la lumière du soleil. Pas dans des zones tempérées où les nuages apportent un soulagement régulier, mais dans les savanes ouvertes de l'Afrique équatoriale, où nos ancêtres avaient quitté les arbres et apprenaient à marcher debout à travers des prairies exposées. Cette posture droite a tout changé. Lorsque nos ancêtres simiens marchaient à quatre pattes, la majeure partie de la surface de leur corps était ombragée par leur propre torse. Le soleil frappait principalement leur dos et les poils épais du corps fournissaient une protection supplémentaire. Mais lorsque nos ancêtres se sont redressés et ont perdu la plupart de leurs poils corporels, probablement pour améliorer l'efficacité du refroidissement par la transpiration, ils ont exposé d'énormes quantités de peau directement au soleil. Cela a créé une crise. Le rayonnement ultraviolet n'est pas seulement inconfortable. Il est destructeur au niveau moléculaire. Il brise les liaisons chimiques. Il endommage l'ADN. Plus importante encore pour nos ancêtres, il détruit l'acide folique, une vitamine du groupe B absolument essentielle à la survie humaine. L'acide folique fait quelque chose de remarquable. Il protège l'ADN pendant la division cellulaire, en particulier pendant la division cellulaire rapide qui se produit lorsque les embryons se forment. Sans acide folique adéquat, les tubes neuraux ne se ferment pas correctement. Les colonnes vertébrales ne se forment pas correctement. Les grossesses échouent. Même chez les adultes, la carence en acide folique provoque l'anémie, la faiblesse, l'incapacité à guérir correctement les plaies. Dans l'environnement difficile de l'Afrique préhistorique, la carence en acide folique était une condamnation à mort. Le soleil africain détruit l'acide folique. Des études montrent qu'à peine quelques heures d'exposition intense aux UV peuvent dégrader les niveaux d'acide folique dans le sang de plus de moitié. Maintenant, imagine que tu es un humain primitif passant 12 heures par jour à l'extérieur à chasser, à cueillir, à voyager entre les sources d'eau. Sans protection, tes réserves d'acide folique seraient constamment épuisées. Entre la mélanine, l'écran solaire parfait de la nature. La mélanine est un pigment produit par des cellules spécialisées appelées mélanocytes dans la couche la plus profonde de ta peau. Elle existe sous différentes formes, mais la plus importante pour la protection contre les UV est le mélanine, le pigment brun-noir qui donne à la peau ses tons plus foncés. Le mélanine agit comme des milliards de minuscules parapluies dispersés dans ta peau, absorbant et dissipant le rayonnement UV avant qu'il ne puisse pénétrer dans les couches plus profondes où résident les vaisseaux sanguins et les cellules riches en ADN. Plus tu as de mélanine, plus tu as de protection. La peau brun foncé peut absorber et neutraliser le rayonnement UV des dizaines de fois plus efficacement que la peau pâle. Ce n'est pas parfait. Rien dans l'évolution ne l'est, mais c'est remarquablement efficace. Suffisamment efficace pour que les premiers humains à la peau plus foncée puissent passer des journées entières sous le soleil africain sans souffrir de déplétion en acide folique. Ce n'était pas seulement avantageux, c'était obligatoire. Dans l'environnement où les humains ont évolué, la peau foncée était la différence entre une reproduction réussie et l'extinction génétique. Les femmes avec une mélanine insuffisante auraient des taux plus élevés d'échecs de grossesse et de malformations congénitales.
Les enfants à la peau pâle auraient été plus sensibles aux coups de soleil, aux dommages cutanés et aux effets à long terme de l'exposition aux UV. Les adultes auraient souffert de carences en acide folique et de sa cascade de problèmes de santé. La sélection naturelle ne plaisante pas avec des problèmes aussi fondamentaux. Toute variation génétique augmentant la production de mélanine se serait rapidement répandue dans la population. En quelques milliers de générations seulement, pratiquement rien en temps évolutif, tous les humains vivant en Afrique équatoriale auraient eu la peau foncée. Et ils l'avaient tous. Chaque humain anatomiquement moderne qui vivait en Afrique avant les grandes migrations avait la peau brun foncé. Les preuves génétiques sont sans ambiguïté. Les variations dans les gènes qui contrôlent la production de mélanine, les mutations qui créeraient plus tard une peau plus claire, aucune d'entre elles n'existait encore. Ou si elles existaient sous forme de mutations aléatoires, elles étaient sélectionnées contre, éliminées parce qu'elles réduisaient la fitness dans l'environnement africain. Pense à ce que cela signifie. Pendant les premiers 240 000 ans de l'existence humaine moderne, peut-être plus, la couleur de peau n'était pas variable. Ce n'était pas un marqueur de différentes populations ou de différents groupes. Chaque humain qui regardait un autre humain voyait quelqu'un dont la peau était à peu près de la même teinte que la sienne. La peau foncée n'était pas un trait qui avait besoin d'explication. C'était simplement à quoi ressemblaient les humains. La vie dans ces premières populations africaines était dure mais gérable. Tes ancêtres ne luttaient pas contre leur environnement. Ils y étaient adaptés. Ils pouvaient chasser pendant la chaleur du jour sans subir de dommages solaires. Ils pouvaient cueillir des aliments végétaux dans des zones exposées sans s'inquiéter que le rayonnement UV détruise les nutriments essentiels dans leur corps. Les femmes pouvaient mener leur grossesse avec succès, produisant des enfants en bonne santé avec des systèmes nerveux correctement formés. Les preuves archéologiques de cette période montrent des humains prospérant, pas seulement survivants, mais développant des technologies et des structures sociales de plus en plus sophistiquées. Ils fabriquaient des outils spécialisés, chassaient du gros gibier, cueillaient diverses ressources végétales. Ils créaient de l'art. Au moins il y a 100 000 ans et probablement plus tôt, ils développaient les réseaux sociaux complexes qui leur permettraient finalement de se répandre sur toute la planète. Et à travers tout cela, à travers toutes ces avancées en technologie et en culture, leur peau est restée constamment foncée. Parce qu'en Afrique, sous ce soleil équatorial intense, la peau foncée était simplement ce qui fonctionnait. Mais la couleur de peau fait plus que simplement protéger l'acide folique. C'est un acte d'équilibre, un compromis entre des besoins concurrents. Parce que si le rayonnement UV est dangereux, il est aussi essentiel. Les humains ont besoin de la lumière du soleil pour produire de la vitamine D, un nutriment crucial pour le développement osseux, la fonction immunitaire et des dizaines d'autres processus physiologiques. Le rayonnement UV frappant la peau déclenche une réaction chimique qui synthétise la vitamine D. En Afrique équatoriale, ce n'était jamais un problème. Le soleil est si intense que même une peau fortement pigmentée produit suffisamment de vitamine D. Tes ancêtres à la peau foncée obtenaient toute la vitamine D dont ils avaient besoin malgré les propriétés de blocage des UV de leur mélanine. Le soleil était assez fort pour pénétrer même l'écran solaire le meilleur de la nature. C'est le point clé. Dans l'environnement où les humains ont évolué, la peau foncée représentait l'équilibre optimal. Protection maximale contre les dommages UV, mais encore assez de pénétration UV pour maintenir la production de vitamine D. C'était la solution boucle d'or. Pas trop d'UV qui passe, pas trop peu, juste ce qu'il faut. Tes premiers ancêtres ne pensaient à rien de tout cela, bien sûr. Ils ne connaissaient rien à la mélanine ou à l'acide folique ou à la vitamine D. Ils vivaient simplement sous le soleil africain, génération après génération, façonnés par des forces qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. Mais ces forces étaient réelles et elles étaient puissantes. Elles ont écrit le premier chapitre de la couleur de peau humaine en pigment brun foncé. Puis, il y a environ 60 000 ans, certains de ces Africains à la peau foncée ont fait quelque chose de sans précédent. Ils sont partis. De petits groupes, probablement seulement quelques centaines d'individus au début, ont traversé de l'Afrique vers la péninsule arabique et au-delà. Ils emportaient avec eux toutes les adaptations génétiques et culturelles qui les avaient rendus prospères en Afrique, y compris leur peau foncée. Ils ne le savaient pas encore, mais ils transportaient une adaptation qui était parfaite pour l'Afrique et de plus en plus problématique pour tous les autres endroits où ils étaient sur le point d'aller. L'histoire de comment la couleur de peau humaine s'est diversifiée,
Comment certaines populations sont devenues pâles tandis que d'autres restaient foncées, commence avec cette migration, avec des personnes à la peau foncée marchant dans des environnements où l'obscurité elle-même deviendrait un handicap. Mais nous prenons de l'avance. Pour l'instant, repose-toi dans cette connaissance que l'adaptation humaine la plus profonde et la plus ancienne, celle que nous avons tous portée pendant des centaines de milliers d'années, était la peau foncée. Une peau riche, pleine de mélanine, adaptée au soleil, brun foncé. Avant que nous soyons quoi que ce soit d'autre, avant que nous soyons divers, avant que nous soyons dispersés à travers le monde, nous étions tous sombres. Tous enfants du soleil africain, tous portant le même pigment protecteur dont nos ancêtres avaient besoin pour survivre dans le lieu où l'humanité est née. Cette obscurité n'est pas une variation ou une déviation. C'est la condition humaine originale, la ligne de base à partir de laquelle tout le reste a émergé. Et à sa manière, c'est beau. Nous commençons tous du même endroit, peints dans les mêmes nuances, protégés par les mêmes boucliers moléculaires que nos premiers ancêtres ont évolué sous les plus anciens ciels humains. Alors tes ancêtres ont survécu et se sont répandus à travers l'Afrique, développant de nouvelles technologies et des systèmes sociaux complexes. À la lumière de nos connaissances actuelles, tout indique qu'ils ont prospéré sur le continent où l'humanité est née pendant des centaines de milliers d'années, bien que leur histoire ait probablement connu des périodes de croissance et de contraction démographique liées aux fluctuations climatiques. Puis, il y a environ 70 à 100 000 ans, quelque chose de remarquable s'est produit. Un petit groupe a décidé de partir. Pas tous les humains, même pas la plupart des humains, juste quelques centaines d'individus qui ont quitté tout ce que leurs ancêtres avaient connu et se sont aventurés en territoire complètement inconnu. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Pourquoi quitter l'Afrique où les humains avaient vécu avec succès pendant des millions d'années ? Où le climat était familier, où les gens savaient quelles plantes étaient comestibles et quels animaux étaient dangereux ? La réponse honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Mais nous pouvons faire quelques suppositions éclairées basées sur ce que nous savons du comportement humain et des conditions environnementales à l'époque. Premièrement, le climat changeait à nouveau. Pas de manière catastrophique, mais suffisamment pour avoir de l'importance. L'Afrique connaissait des cycles d'expansion et de contraction dans les zones habitables. Pendant les périodes humides, le Sahara se verdissait, devenant un paradis de prairies plein de lacs et de rivières. Pendant les périodes sèches, il se contractait de nouveau dans le désert que nous connaissons aujourd'hui. Ces cycles créaient une sorte d'effet de pompe. Quand les conditions étaient bonnes, les populations s'étendaient vers le nord. Quand les conditions se détérioraient, elles se contractaient vers le sud, mais pas toujours complètement. Certains groupes se retrouvaient bloqués dans des refuges le long des bords. Certains trouvaient des moyens de continuer à avancer plutôt que de se retirer, et certains découvraient que les terres au-delà de l'Afrique, bien que différentes, étaient aussi habitables. Deuxièmement, les populations humaines augmentaient. Il y a 70 000 ans, l'Afrique contenait probablement des centaines de milliers de personnes, peut-être plus. Cela peut ne pas sembler beaucoup comparé aux milliards d'aujourd'hui. Mais pour des chasseurs-cueilleurs qui avaient besoin de grands territoires pour soutenir chaque groupe, cela devenait encombré. La compétition pour les meilleurs terrains de chasse et les zones de cueillette s'intensifiait. Les jeunes groupes, en particulier les jeunes hommes cherchant à établir leur propre territoire et famille, auraient ressenti la pression. Se déplacer dans des terres inexplorées aurait pu sembler moins risqué que se battre pour des ressources de plus en plus contestées chez eux. Troisièmement, les humains étaient devenus vraiment bons pour s'adapter aux nouveaux environnements. Les descendants des survivants ont affiné leurs compétences de survie pendant des centaines de milliers d'années. Ils savaient comment lire les paysages, identifier de nouvelles sources de nourriture, développer de nouvelles stratégies de chasse. L'inconnu n'était pas aussi effrayant pour eux qu'il aurait pu l'être pour leurs ancêtres. Ils avaient les outils, à la fois physiques et mentaux, pour relever le défi. Et quatrièmement, il y a quelque chose dans la nature humaine qui veut simplement voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Appelle ça curiosité, appelle ça agitation, appelle ça l'instinct de l'explorateur. Quelle que soit la façon dont tu l'appelles, c'est une partie fondamentale de ce qui fait de nous des humains. Certains individus de chaque génération ressentent l'attrait de se déplacer, de découvrir, de repousser les limites. Lorsque ces individus ont commencé à marcher vers le nord hors d'Afrique, ils ont changé le cours de l'histoire humaine pour toujours. La migration initiale n'était probablement pas dramatique. Personne ne s'est réveillé un matin en décidant de quitter l'Afrique définitivement.
C'était graduel, génération par génération, des groupes se déplaçant un peu plus vers le nord, établissant des camps saisonniers qui devenaient des établissements permanents, découvrant de nouveaux territoires et décidant de rester. La première route de sortie était probablement à travers le Moyen-Orient. Pendant les périodes climatiques favorables, la péninsule arabique n'était pas le désert aride qu'elle est aujourd'hui. C'était une prairie parsemée de lacs et traversée par des rivières. Les sites archéologiques de cette période montrent que les humains suivaient ces sources d'eau, traquant les troupeaux de grands mammifères qui paissaient le long des corridors fertiles. Certains groupes voyageaient le long de la côte, suivant le littoral de la mer Rouge, puis autour de la péninsule arabique. Cette route côtière avait d'énormes avantages. Les fruits de mer fournissaient des protéines fiables même lorsque les animaux terrestres étaient rares. Les environnements côtiers étaient moins sujets aux variations saisonnières extrêmes qui rendaient les zones intérieures difficiles. Et la côte elle-même servait d'outil de navigation naturelle. Garde simplement l'eau sur ta gauche et continue à marcher. Tu ne peux pas te perdre. Ces migrants côtiers sont devenus des spécialistes dans un nouveau type d'exploitation des ressources. Ils ont appris à lire les marées, à identifier les crustacés comestibles, à attraper du poisson dans les eaux peu profondes. Les sites archéologiques le long des anciennes côtes, maintenant submergés par l'élévation du niveau de la mer, montrent des preuves de transformation sophistiquée de fruits de mer. Ce n'étaient pas des réfugiés désespérés survivant avec ce qu'ils pouvaient trouver. C'étaient des spécialistes qualifiés développant de nouvelles technologies et de nouvelles cuisines. Ils innovaient, s'adaptaient, prospéraient dans des environnements que leurs ancêtres n'avaient jamais connus. D'autres groupes se déplaçaient à l'intérieur des terres, suivant les vallées fluviales au cœur de l'Asie. La route le long du golfe Persique, remontant les rivières Tigre et Euphrate en Mésopotamie et au-delà, est devenue une autoroute majeure pour la migration humaine. Ces vallées fluviales étaient des oasis de fertilité dans des paysages autrement difficiles. Elles fournissaient de l'eau, du gibier, des plantes comestibles et des voies naturelles à travers les montagnes et les déserts qui auraient été impossibles autrement. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Ces migrants marchaient dans un monde qui avait déjà des gens dedans. Souviens-toi de ces Néandertaliens et Denisoviens, les descendants des populations qui avaient quitté l'Afrique des centaines de milliers d'années plus tôt. Ils étaient toujours là, toujours prospérant en Europe et en Asie, et ils n'étaient pas nécessairement contents des nouveaux arrivants emménageant dans leur territoire. Le dossier archéologique montre que les humains modernes et les Néandertaliens ont coexisté au Moyen-Orient pendant des milliers d'années, pas nécessairement pacifiquement, pas nécessairement en tant qu'ennemis, mais certainement en interaction. Nous savons qu'ils se sont croisés parce que les humains modernes d'origine européenne et asiatique portent de l'ADN néandertalien. Ces rencontres génétiques représentaient probablement tout, du conflit violent aux relations commerciales pacifiques en passant par la romance et le mariage entre groupes. Les Denisoviens étaient là aussi, répartis à travers l'Asie de la Sibérie à l'Asie du Sud-Est. Les humains modernes les ont rencontrés dans plusieurs endroits sur des milliers d'années. Comme les Néandertaliens, les Denisoviens se sont aussi croisés avec les humains modernes. Leur héritage génétique survit dans les populations asiatiques, australiennes et des îles du Pacifique moderne. Certains de ces gènes hérités se sont avérés incroyablement précieux, fournissant des adaptations à haute altitude, une résistance à certaines maladies et d'autres avantages de survie qui aident encore les gens aujourd'hui. Alors que les humains modernes continuaient à se répandre, ils ont rencontré une variété étonnante d'environnements. Les groupes se déplaçant vers le nord en Asie centrale faisaient face à de vastes prairies appelées steppes, des plaines ondulantes sans fin où la survie dépendait du suivi des troupeaux de chevaux, de bisons et de mammouths migrateurs. Le climat était dur avec des hivers brutaux et de brefs étés intenses, mais la chasse était spectaculaire si tu avais les compétences pour l'exploiter. D'autres groupes se déplaçaient vers l'est dans ce qui est maintenant la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ces régions offraient un ensemble complètement différent de défis et d'opportunités. Des forêts denses pleines de plantes et d'animaux inconnus, des systèmes fluviaux sujets aux inondations, des maladies tropicales qui n'avaient jamais existé en Afrique, des climats de mousson avec des saisons humides et sèches extrêmes. Les groupes qui réussissaient dans ces environnements devaient développer des stratégies de survie entièrement nouvelles. D'autres encore se déplaçaient vers le nord en Europe, entrant dans des territoires qui étaient dominés par les Néandertaliens qui étaient là depuis des centaines de milliers d'années. Ces rencontres semblent avoir été particulièrement significatives.
Le dossier archéologique montre que les humains modernes et les Néandertaliens vivaient en étroite proximité dans des endroits comme le Moyen-Orient et l'Europe méridionale pendant des milliers d'années. Ils utilisaient des outils similaires, chassaient des proies similaires, semblaient même partager certaines pratiques culturelles. Mais quelque chose chez les humains modernes leur donnait un avantage. Peut-être étaient-ce des capacités de communication légèrement meilleures. Peut-être des structures sociales plus flexibles permettant à de plus grands groupes de coopérer. Peut-être était-ce simplement de la chance, être aux bons endroits quand les conditions climatiques changeaient. Quelle que soit la raison, les humains modernes se sont progressivement étendus tandis que les Néandertaliens se contractaient. Il y a environ 40 000 ans, les Néandertaliens avaient disparu de la plupart de leur ancien territoire, se maintenant dans quelques refuges en Espagne et dans les Balkans avant de disparaître complètement il y a environ 30 000 ans. Le rythme de la migration était vertigineux en termes évolutifs, mais glacialement lent en termes humains. Il a fallu des milliers d'années pour que les humains modernes se répandent de l'Afrique à l'Australie. Des milliers d'années de plus pour atteindre complètement l'Europe. Beaucoup plus de milliers pour traverser vers les Amériques. Les individus ne parcouraient pas ces distances entières. C'était une course de relais multigénérationnelle avec chaque génération se déplaçant un peu plus loin dans de nouveaux territoires, établissant de nouveaux établissements qui devenaient des points de départ pour la prochaine vague d'explorateurs. Et avec chaque nouvel environnement, la sélection naturelle était à l'œuvre. Les humains qui avaient quitté l'Afrique emportaient avec eux la même peau foncée qui avait protégé leurs ancêtres du soleil tropical intense pendant des millions d'années. Cette couleur de peau était parfaite pour l'Afrique. Elle était sur le point de devenir un problème sérieux parce que plus ces migrants voyageaient vers le nord, moins ils recevaient de lumière du soleil. Et moins ils recevaient de lumière du soleil, plus il devenait difficile pour leur peau foncée de produire suffisamment de vitamine D. Cela mettait en place une crise biologique qui changerait fondamentalement à quoi ressemblaient les humains. Mais avant d'arriver à cette crise et comment les humains l'ont résolue, prends un moment pour imaginer ce que ces premiers migrants ont vécu. Laisser derrière tout ce qui était familier. Marcher dans des paysages qu'aucun humain n'avait jamais vus. Rencontrer des animaux qui n'avaient jamais appris à craindre les gens. Goûter des plantes qu'aucune langue humaine n'avait jamais touchées. Trouver des rivières que personne n'avait nommées, des montagnes que personne n'avait escaladées. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Chaque saison présentait des défis différents. Ce n'étaient pas seulement des survivants. C'étaient des pionniers poussant l'humanité dans chaque coin du monde habitable. Et ils changeaient toujours, évoluant toujours, s'adaptant toujours à tous les défis que leur nouvelle maison présentait. La scène était prête pour l'une des transformations les plus dramatiques de l'histoire humaine, la perte de la chose même qui avait défini les humains depuis le début, leur peau foncée. Alors, tes ancêtres se sont rendus vers le nord, hors d'Afrique, à travers le Moyen-Orient, et finalement en Europe et en Asie centrale. Ils transportaient la même peau foncée qui avait protégé leurs ancêtres africains pendant des millions d'années. Une belle peau riche en mélanine, parfaitement adaptée à la vie sous le soleil africain. Et cette peau était sur le point de devenir une condamnation à mort. Voici la chose que personne ne te dit sur la migration humaine. Il ne s'agit pas seulement de trouver un nouveau territoire et de comprendre comment chasser différents animaux. Il s'agit de ton corps soudainement dans un environnement pour lequel il n'a jamais été conçu. Et pour les humains à la peau foncée se déplaçant vers les latitudes nordiques, le défi le plus critique n'était pas le froid, n'était pas les différentes sources de nourriture, n'était même pas la mégafaune de l'âge glaciaire. C'était quelque chose de beaucoup plus invisible, beaucoup plus insidieux. C'était la lumière du soleil, ou plutôt son absence. Parlons de la vitamine D. Et avant que tes yeux ne se voilent parce que ça ressemble à une publicité pour des suppléments, comprends ceci. La vitamine D n'est pas vraiment une vitamine du tout. C'est une hormone cruciale que ton corps fabrique lorsque les rayons ultraviolets B du soleil frappent ta peau. Sans elle, tu ne te sens pas simplement un peu fatigué ou tu ne tombes pas malade plus souvent. Sans elle, ton corps cesse fondamentalement de fonctionner correctement. La vitamine D régule l'absorption du calcium. Sans suffisamment de vitamine D, ton corps ne peut pas extraire le calcium de ta nourriture dans ton flux sanguin. Et sans calcium, tes os ne se minéralisent pas correctement. Ils restent mous, faibles, sujets à la déformation et à la fracture. Chez les enfants, cela provoque une maladie appelée rachitisme. Des jambes qui s'arquent vers l'extérieur sous le poids du corps en croissance. Des côtes qui développent des bosses et des dépressions anormales.
des crânes qui se ramollissent et se déforment, des colonnes vertébrales qui se courbent et se compriment. Chez les adultes, la condition s'appelle ostéomalacie. Tes os existants commencent à perdre leur contenu minéral, devenant progressivement plus faibles même sans aucune blessure évidente. Des fractures se produisent lors d'activités normales. Les os font mal constamment. Les muscles s'affaiblissent parce que le calcium est aussi essentiel pour la contraction musculaire. Mais ça empire. Beaucoup pire. La vitamine D est critique pour la fonction immunitaire. Sans elle, la capacité de ton corps à combattre les infections s'effondre. Les personnes avec une carence sévère tombent constamment malades et ne se rétablissent pas correctement. Les plaies ne guérissent pas. Les infections respiratoires qui seraient des gènes mineurs deviennent des maladies potentiellement mortelles. Dans les environnements dangereux et infestés de maladies de l'Europe et de l'Asie préhistorique, cela seul aurait été dévastateur. L'hormone régule également la croissance cellulaire et aide à prévenir la prolifération cellulaire incontrôlée. Les personnes avec une carence chronique en vitamine D montrent des taux accrus de divers cancers. Leur système cardiovasculaire ne fonctionne pas de manière optimale. Leurs cerveaux ne produisent pas les neurotransmetteurs efficacement, conduisant à la dépression, à la déficience cognitive et au retard de développement chez les enfants. Mais l'effet absolument pire, celui qui a fait de la carence en vitamine D une crise évolutive directe, était ce qu'elle faisait à la capacité des femmes à accoucher. Imagine ceci. Tu es une jeune femme vivant dans ce qui est maintenant l'Allemagne, peut-être il y a 40 000 ans. Tu as survécu à l'enfance, ce qui n'était pas un petit exploit. Tu as appris à chasser et à cueillir dans cet environnement froid et saisonnier. Tu as trouvé un partenaire, et maintenant tu es enceinte de ton premier enfant. Tu devrais être optimiste. Ton groupe a de la nourriture stockée pour l'hiver. La grotte dans laquelle tu t'abrites est sécurisée. Tout semble prêt pour le succès. Mais tu as grandi avec une exposition insuffisante à la lumière du soleil. Ta peau foncée, parfaite pour l'Afrique, a bloqué la plupart des faibles rayons UV qui ont réussi à traverser les nuages et à t'atteindre pendant les courts étés nordiques. Année après année, ton corps a lutté pour produire suffisamment de vitamine D année après année, tes os ne se minéralisaient pas tout à fait correctement. Les effets étaient subtils au début. Peut-être étais-tu un peu plus petite que tu aurais dû l'être. Peut-être tombais-tu malade plus souvent. Peut-être te sentais-tu fatigué beaucoup, mais tu as survécu. Tu t'es adapté. Tu pensais que tu allais bien. Puis tu entres en travail, et ton bassin, qui s'est développé sans vitamine D adéquate pendant ton enfance et ton adolescence, n'est pas de la bonne forme. Le rachitisme l'avait déformé juste assez. Le canal de naissance est trop étroit. Les os positionnés à des angles légèrement incorrects. Le bébé ne peut pas passer. Dans le monde moderne, cela signifie une césarienne. Dans l'Europe préhistorique, cela signifiait la mort. À la fois mère et enfant partis. Tout cela à cause de la lumière du soleil et de la mélanine et d'un décalage entre les deux. Ce n'était pas rare. Ce n'était pas une tragédie occasionnelle. Les preuves archéologiques des premières populations nordiques montrent des taux élevés de déformation pelvienne cohérentes avec le rachitisme infantile. Les restes squelettiques montrent les signes révélateurs. Des jambes arquées, des côtes déformées, des anomalies osseuses qui auraient rendu l'accouchement extraordinairement dangereux. Voici ce qui rend cela absolument brutal. Les femmes qui mouraient de cette façon étaient les saines. Elles étaient celles qui avaient survécu à l'enfance, qui avaient atteint l'âge reproductif, qui avaient trouvé des partenaires et conçu avec succès. Elles ont tout fait correctement. Et puis leur squelette, façonné par des années de carence en vitamine D, les a tuées pendant le processus biologique le plus fondamental de tous. Les calculs étaient dévastateurs. Si même une fraction des femmes de chaque génération mourait de cette façon, et si les survivantes avaient moins d'enfants à cause de la mauvaise santé, des systèmes immunitaires affaiblis et des infections répétées, la population ne pouvait pas se maintenir. Les groupes rétréciraient, la diversité génétique diminuerait. En quelques milliers d'années, les humains à la peau foncée dans les latitudes nordiques s'éteindraient simplement. Et pourtant, évidemment, ils ne se sont pas éteints. Tu es vivant, lisant peut-être ceci avec une peau pâle ou brun clair qui raconte l'histoire de comment tes ancêtres ont résolu cette crise. Mais nous prenons de l'avance. Comprends d'abord à quel point le problème de la vitamine D était sévère dans les latitudes nordiques. En Afrique équatoriale, le soleil est directement au-dessus toute l'année. Le rayonnement UV est intense et constant.
Même une peau très foncée chargée de mélanine qui bloque la plupart des rayons UV permet encore assez de pénétration pour produire suffisamment de vitamine D. Tes ancêtres africains pouvaient fabriquer toute la vitamine D dont ils avaient besoin avec seulement quelques minutes d'exposition au soleil par jour. Déplace-toi vers l'Europe du Nord et la physique change complètement. Le soleil ne passe jamais directement au-dessus. Ces rayons traversent beaucoup plus d'atmosphère avant d'atteindre le sol, filtrant la plupart du rayonnement UVB nécessaire pour la synthèse de vitamine D pendant l'hiver, qui peut durer 6 mois ou plus aux hautes latitudes. L'angle du soleil est si bas que pratiquement aucune production de vitamine D ne se produit, quelle que soit la couleur de peau. Même en été, le soleil est faible et souvent caché derrière les nuages pendant des jours ou des semaines à la fois. Fais le calcul. La peau foncée a évolué pour bloquer environ 90% du rayonnement UV. C'est parfait en Afrique où les niveaux d'UV sont suffisamment élevés pour que les 10% restants soient encore beaucoup pour la production de vitamine D. Déplace-toi vers l'Europe du Nord où les niveaux d'UV pourraient être seulement 10% de ce qu'ils sont en Afrique. Et maintenant ta peau foncée laisse passer peut-être 1% du niveau africain original. Ce n'est pas suffisant, pas même près. Les preuves archéologiques montrent cette crise se déroulant en temps réel. Les restes humains modernes précoces des régions nordiques montrent des marqueurs répandus de carence en vitamine D. Les analyses osseuses révèlent les signatures chimiques d'une minéralisation inadéquate. Des déformations squelettiques cohérentes avec le rachitisme infantile apparaissent dans le registre fossile alors que les humains se répandaient vers le nord. Les preuves génétiques racontent la même histoire. Lorsque les scientifiques analysent l'ADN ancien des premiers Européens, ils trouvent quelque chose de remarquable. Ces gens, ceux qui ont d'abord colonisé l'Europe il y a entre 40 000 et 10 000 ans, ils avaient encore les gènes pour la peau foncée. Ils n'avaient pas encore évolué les mutations pour une pigmentation plus claire qui dominerait finalement les populations européennes. Ils essayaient de survivre avec une peau africaine dans des conditions européennes. Et ils payaient un prix terrible. Certains groupes ont probablement essayé des adaptations comportementales. Peut-être passaient-ils plus de temps à l'extérieur malgré le froid, maximisant l'exposition au soleil qu'ils pouvaient obtenir. Peut-être enlevaient-ils plus de vêtements pendant l'été, exposant autant de peau que possible au faible soleil. Peut-être s'installaient-ils préférentiellement dans des zones avec un temps ensoleillé plus fiable. Mais le comportement ne peut compenser que dans une certaine mesure. Tu ne peux pas forcer ton corps à produire de la vitamine D à partir d'un rayonnement UV insuffisant. Tu ne peux pas penser ton chemin vers des eaux plus forts ou un bassin correctement formé. Les lois de la biochimie et de la physique ne se soucient pas des adaptations culturelles. C'était une crise qui nécessitait une solution biologique. Le corps humain devait changer, devait devenir plus efficace pour capturer le rare rayonnement UV disponible aux latitudes nordiques. La sélection naturelle devait favoriser les individus dont la peau était juste un peu plus claire, juste un peu plus transparente aux rayons UV. Et cette pression de sélection devait être suffisamment puissante pour surmonter le désavantage massif d'une peau plus claire dans les environnements à UV élevé, suffisamment forte pour répandre de nouvelles mutations à travers la population en quelques milliers d'années seulement. Elle devait être littéralement une question de vie ou de mort. Et elle l'était. Les femmes avec une peau légèrement plus claire pouvaient produire plus de vitamine D, leurs os se développaient plus normalement. Leur bassin se formait correctement. Elles pouvaient survivre à l'accouchement et élever des enfants tandis que leurs homologues à la peau plus foncée mouraient en couches ou luttaient avec une maladie chronique et des fausses couches répétées. La pression de sélection était énorme, probablement plus forte que presque toute autre force agissant sur les populations humaines à l'époque. Et quand la sélection naturelle pousse aussi fort, l'évolution répond vite. La scène était prête pour l'une des transformations évolutives les plus rapides de l'histoire humaine. Maintenant, voici où l'histoire devient moléculaire, où la pression évolutive rencontre le hasard aléatoire et change l'apparence de populations entières pour toujours. Tes ancêtres vivent en Europe du Nord et en Asie du Nord. Ils y sont depuis des milliers d'années, luttant avec la crise de la vitamine D, perdant des enfants à cause du rachitisme et des complications de naissance. La sélection naturelle crie pour une solution. Mais l'évolution ne planifie pas. Elle ne conçoit pas. Elle attend simplement des mutations aléatoires, puis décide lesquelles peuvent survivre. Et puis chez un individu dont nous ne connaîtrons jamais le nom, dans un groupe dont nous ne pouvons que deviner l'emplacement, une erreur de copie s'est produite. Profondément dans le code génétique, dans un gène appelé SLC de 4 à 5,
une seule lettre a changé. Un nucléotide sur 3 milliards, l'équivalent moléculaire d'une faute de frappe dans une encyclopédie. Ce gène code pour une protéine impliquée dans la production de mélanine, le pigment qui rend la peau foncée. Et ce petit changement, cette substitution d'une seule lettre, a réduit la production de mélanine d'environ 30 à 40%. La personne née avec cette mutation aurait été visiblement plus claire que ses parents, pas blanche comme les Européens du Nord moderne, mais distinctement plus pâle, suffisamment différente pour être remarquable dans une population où tout le monde était brun foncé ou noir. Dans la plupart des endroits, à la plupart des moments de l'histoire humaine, cette mutation n'aurait rien signifié. Peut-être un léger désavantage, en fait, puisque la peau plus claire est plus vulnérable aux dommages du soleil. L'individu aurait pu la transmettre à quelques descendants puis elle aurait disparu, diluée de nouveau dans le pool génétique. Mais souviens-toi où nous sommes. Latitude nordique, faible rayonnement UV, population souffrant de carences chroniques en vitamine D. Et voilà venir un individu dont la peau plus claire permet à son corps de synthétiser la vitamine D plus efficacement que quiconque autour de lui. Ils étaient plus sains, leurs os étaient plus forts. Si c'était une femme, elle avait des grossesses plus faciles et des bébés plus sains. Si c'était un homme, il était plus vigoureux, plus susceptible de survivre aux hivers, plus attrayant pour les partenaires potentiels. Ils avaient plus d'enfants, et crucialement, ces enfants héritaient de la mutation et avaient les mêmes avantages. En quelques dizaines de générations, peut-être 1000 ans, cette seule mutation s'était répandue dans toute la population. Pas parce que quelqu'un a décidé que la peau plus claire était meilleure, pas à cause de la culture ou de la préférence ou du choix conscient, simplement parce que les individus portant cette mutation étaient légèrement plus susceptibles de survivre et de se reproduire que ceux qui ne l'avaient pas. C'est la sélection naturelle à son état le plus pur. Un changement génétique aléatoire rencontrant une pression environnementale et se répandant à travers une population parce qu'il résout un problème de survie. Mais SLC de 4 à 5 ne travaillait pas seul. Ce n'était que le début. Autour de la même époque, ou peut-être quelques milliers d'années plus tard, d'autres mutations apparaissaient dans d'autres gènes. SLC45A2, un autre gène impliqué dans la production de mélanine, a subi son propre changement aléatoire. Cette mutation a encore réduit la pigmentation, affectant particulièrement la couleur de la peau et des cheveux. Les individus portant à la fois les mutations SLC de 4 à 5 et SLC45A2 étaient encore plus clairs que ceux avec une seule. Puis vinrent les changements dans TRP1, un gène qui affecte le type de mélanine produit, et OCA2, qui influence non seulement la couleur de peau mais aussi la couleur des yeux, ce qui explique pourquoi ces traits changent souvent ensemble dans les populations. Chaque mutation par elle-même avait un effet relativement petit, mais ensemble elles étaient transformatrices. Une personne portant des mutations dans ces 4 gènes pourrait être dramatiquement plus claire que ses ancêtres quelques milliers d'années plus tôt. Et voici ce qui est vraiment fou. Ces mutations ne se sont pas toutes produites au même endroit ou en même temps. L'archéologie génétique nous montre que différentes populations ont développé une peau plus claire à travers différentes voies génétiques. La mutation dans SLC de 4 à 5 qui est commune chez les Européens est presque complètement absente dans les populations est-asiatiques. Mais les Est-asiatiques ont aussi une peau claire. Ils y sont arrivés grâce à différentes mutations dans différents gènes, particulièrement dans OCA2 et d'autres gènes de pigmentation que nous identifions encore. C'est l'évolution convergente. Deux populations séparées faisant face à des pressions environnementales similaires, évoluant des solutions similaires à travers des changements génétiques complètement différents. C'est comme deux ingénieurs résolvant le même problème avec différents outils. Le résultat semble similaire, mais le mécanisme est entièrement différent. Cela nous dit quelque chose de profond. Le passage à une peau plus claire dans les populations nordiques s'est produit de manière indépendante, plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Ce n'était pas un événement unique qui s'est répandu dans le monde. C'était une réponse universelle à la même pression environnementale. L'évolution trouvant la même solution encore et encore parce qu'elle fonctionnait. Maintenant, parlons d'échelle de temps parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Ces mutations sont récentes, choquamment récentes en termes évolutifs. La mutation SLC de 4 à 5, qui est presque universelle chez les Européens modernes, montre des signes de sélection positive, commençant il y a seulement environ 10 à 20 000 ans. Certaines estimations la placent encore plus récemment, peut-être aussi peu que 6 à 8 000 ans.
Pense à ce que cela signifie. Il y a 20 000 ans, même les populations vivant en Europe du Nord avaient probablement encore une peau relativement foncée. Pas aussi foncée que les Africains équatoriaux peut-être, mais beaucoup plus foncée que les Européens modernes. La peau pâle que nous associons aux Européens du Nord aujourd'hui est une innovation très récente, plus récente que la poterie, plus récente que l'agriculture dans de nombreuses régions, plus récente que la plupart des grandes migrations humaines. Nous avons des preuves physiques soutenant cette chronologie. Le génome européen intact le plus ancien que nous avons séquencé d'un homme qui vivait en Espagne il y a environ 7000 ans montre qu'il avait la peau foncée et les yeux bleus. Une combinaison qui semble étrange pour nous aujourd'hui mais était probablement commune dans l'Europe ancienne. Il portait les gènes pour les yeux bleus qui avaient évolué plus tôt mais pas encore les mutations pour la peau pâle. Cela signifie que la couleur de peau a changé plus rapidement que presque tout autre trait humain que nous pouvons mesurer. En quelques centaines de générations seulement, les populations sont passées du brun foncé au pâle. C'est la vitesse de l'éclair évolutive. Pourquoi si rapide ? Parce que la pression de sélection était intense. Dans les latitudes nordiques avec une lumière du soleil limitée, la crise de la vitamine D ne rendait pas seulement la vie inconfortable. Elle tuait les gens, tuant spécifiquement les femmes enceintes et les jeunes enfants à des taux suffisamment élevés pour créer une pression évolutive massive. Toute mutation améliorant la synthèse de vitamine D, même légèrement, fournissait d'énormes avantages de survie. Les individus portant ces mutations auraient pu avoir 10, 20, peut-être 30% de succès reproductif supérieur à ceux sans elles. Sur seulement 100 générations, ce genre de pression de sélection peut complètement transformer l'apparence d'une population. Mais voici ce qui compte vraiment. Ce que tu dois comprendre alors que tu t'endors ce soir. Ces changements impliquaient un petit nombre de gènes. La recherche actuelle suggère que la grande majorité de la variation de couleur de peau chez les humains modernes est contrôlée par environ 15 à 30 gènes. Probablement moins de 20 représentent la plupart des différences visibles. Sur approximativement 20 000 gènes dans le génome humain, peut-être 20 contrôlent la couleur de peau. C'est 0,1%. Un dixième d'1% de ton code génétique détermine si tu as une peau foncée ou une peau claire. Autrement dit, une personne avec une peau très foncée et une personne avec une peau très pâle sont génétiquement identiques à 99,9% de leurs gènes. La différence visible qui semble si significative, qui a causé tant de divisions sociales et de conflits à travers l'histoire, est le résultat de minuscules ajustements à une fraction microscopique du génome humain. Ce sont des adaptations superficielles, littéralement superficielles, affectant seulement la surface du corps. Elles ne sont pas différentes en principe des gènes qui déterminent si tu as des lobes d'oreilles attachés ou détachés, si tu peux rouler ta langue, si tu as du cérumen humide ou sec, juste des variations mineures dans une espèce qui est fondamentalement génétiquement presque complètement identique à travers toutes les populations. Les mutations qui changent la couleur de peau n'ont pas affecté l'intelligence, la personnalité ou la capacité. Elles ne pouvaient pas. Ces traits sont contrôlés par des milliers de gènes travaillant dans des réseaux complexes. Tu ne peux pas les changer avec une poignée de mutations affectant la production de pigments dans les cellules de la peau. Ce qui a changé était la production de mélanine. Rien de plus. Un ajustement biochimique simple à un seul système physiologique rendu nécessaire par les changements d'exposition au rayonnement UV. Une adaptation évolutive aussi simple et non compliquée que le développement d'une fourrure plus foncée chez les animaux de forêt ou de plumes plus claires chez les oiseaux arctiques. Mais contrairement à ces animaux, les humains ont construit des hiérarchies sociales entières autour de ces variations superficielles. Nous avons créé des catégories, inventé des significations, construit des mythologies élaborées pour expliquer des différences qui étaient en réalité juste de simples adaptations au niveau de lumière du soleil. Nous avons transformé un ajustement biochimique mineur en quelque chose que nous imaginions être profond et fondamental. La génétique raconte une histoire différente. Elle dit que ces changements étaient récents, superficiels, et ont évolué de manière indépendante dans plusieurs populations à travers différentes mutations. Elle dit que la couleur de peau est l'une des façons les moins importantes dont les humains varient. Elle dit que nous nous sommes battus pendant des milliers d'années pour quelque chose qui compte génétiquement parlant à peu près autant que la couleur des yeux ou la texture des cheveux. Alors que ces mutations se répandaient dans les populations nordiques, elles résolvaient simplement un problème,
rendant possible pour les humains de survivre et de prospérer dans des environnements à faible lumière où la peau plus foncée de leurs ancêtres était devenue un handicap. Rien de plus, rien de moins. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée parce que quelque chose d'autre était sur le point de se produire qui accélérerait ces changements encore plus vite, répandant la peau pâle à travers les populations nordiques en quelques milliers d'années seulement, quelque chose qui transformerait la société humaine et de manière inattendue l'apparence humaine avec elle. La révolution agricole arrivait et elle était sur le point de tout changer, y compris la couleur de la peau humaine. Mais alors tout a changé à nouveau. Et cette fois ce n'était pas le climat. Ce n'était pas la migration. C'était quelque chose que les humains se sont fait à eux-mêmes complètement par accident. Il y a environ 10 000 ans, dans une poignée d'endroits dispersés à travers le globe, les gens ont pris une décision qui transformerait notre espèce pour toujours. Ils ont arrêté de chasser et de cueillir. Ils ont commencé à cultiver. Maintenant, cela ressemble à un progrès, non ? La révolution agricole, la civilisation, les villes, l'écriture, tout ce que nous associons à l'avancement humain est venu de ce moment. Et c'est vrai, l'agriculture a permis aux populations humaines d'exploser. Elle a créé des surplus alimentaires qui ont soutenu des spécialistes, des artisans, des prêtres, des guerriers, finalement des scientifiques et des philosophes. C'était la fondation de tout ce que nous appelons civilisation. Mais à court terme, pour les personnes qui ont réellement vécu la transition, l'agriculture était un désastre. Les preuves archéologiques montrent que les premières populations agricoles étaient plus petites, plus malades et mouraient plus jeunes que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. Leurs os montrent des signes de malnutrition. Leurs dents révèlent des carences en vitamines. Ils souffraient de maladies qui avaient été rares ou inexistantes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Pourquoi ? Parce que l'agriculture précoce était fondamentalement une catastrophe nutritionnelle. Les chasseurs-cueilleurs mangeaient des régimes incroyablement diversifiés. Selon la saison et l'emplacement, ils pouvaient consommer des dizaines d'espèces végétales différentes, plusieurs types de gibier, poissons, crustacés, insectes, œufs, miel. Cette diversité signifiait qu'ils obtenaient naturellement une large gamme de nutriments. Ils bougeaient constamment, rencontrant constamment de nouvelles sources alimentaires, maintenant constamment une nutrition équilibrée sans même essayer. Plus importante encore pour notre histoire, les chasseurs-cueilleurs dans les latitudes nordiques avaient des sources fiables de vitamine D dans leur régime. Le poisson, en particulier les poissons gras comme le saumon et le maquereau, sont emballés avec de la vitamine D. Il en va de même pour les œufs de poisson et le foie de poisson. La viande de phoque et l'huile de phoque, aliments de base pour les populations arctiques, contiennent des quantités massives de vitamine D. Les foies d'animaux terrestres, particulièrement du gibier comme l'élan et le renne, en fournissent aussi des quantités substantielles. Même les œufs d'oiseaux contiennent des quantités décentes. Les chasseurs-cueilleurs dans des endroits comme la Scandinavie pouvaient survivre avec une peau relativement foncée parce qu'ils mangeaient de la vitamine D. Oui, ils auraient des carences saisonnières pendant les longs hivers sombres. Oui, une peau plus claire aurait aidé, mais ils n'étaient pas en crise. Ils pouvaient s'en sortir. Leurs enfants pourraient ne pas avoir un développement osseux optimal, mais ils survivraient. Puis vint l'agriculture, et soudainement, ce filet de sécurité alimentaire disparut. Les premières populations agricoles ne cultivaient pas tout. Elles ne pouvaient pas. L'agriculture a émergé de manière indépendante dans différentes régions. Et dans chaque endroit, les gens ont domestiqué les plantes qui poussaient le mieux dans leur environnement local. Au Moyen-Orient, c'était le blé et l'orge. En Chine, le riz et le millet. En Mésoamérique, le maïs et les haricots. En Afrique, le sorgho et les ignames. Mais voici ce qui est crucial. Aucune de ces cultures de base ne contient des quantités significatives de vitamine D. Les plantes ne fabriquent pas de vitamine D, seuls les animaux le font. Et même alors, seulement certains tissus. Lorsque tu bases tout ton régime sur des céréales et des légumes cultivés, tu te coupes essentiellement de la vitamine D alimentaire entièrement. Les premiers agriculteurs du Moyen-Orient n'étaient pas trop mal affectés parce qu'ils vivaient encore dans des régions relativement ensoleillées. Mais quand l'agriculture s'est répandue vers le nord en Europe, portée par des populations agricoles migrantes, la crise de la vitamine D est devenue aiguë. Imagine ceci, tu vis dans ce qui est maintenant l'Allemagne ou la Pologne. Il y a 8000 ans. Tes ancêtres viennent juste d'arriver du sud, apportant du blé et de l'orge domestiquée. Pour la première fois dans l'histoire humaine, tu peux rester au même endroit toute l'année. Tu défriches des forêts, plantes des champs, construis des établissements permanents.
Mais ton régime est passé de varié avec du poisson, du gibier, des plantes sauvages et une diversité saisonnière à monotone pain, porridge. Peut-être quelques légumes si tu as de la chance, un peu de viande pour des occasions spéciales, mais rien de comparable aux quantités que les chasseurs-cueilleurs consommaient, et crucialement presque pas de poissons. Les populations agricoles se sont installées à l'intérieur des terres loin des côtes et des rivières parce que c'est là que se trouvaient les meilleures terres agricoles. En une génération ou deux, les enfants souffrent. Le rachitisme devient épidémique. Tu regardes des enfants grandir avec des jambes courbées, des colonnes vertébrales déformées, des os affaiblis qui se fracturent facilement. Les mères meurent en couche parce que leurs bassins ne se sont jamais développés correctement. Les nourrissons meurent de convulsions causées par une carence en calcium. Et souviens-toi, tu vis à 50 degrés de latitude nord. En hiver, le soleil monte à peine au-dessus de l'horizon. Même quand il est dehors, il est trop faible pour déclencher la synthèse de vitamine D dans une peau foncée. Tu pourrais obtenir une exposition solaire adéquate pour 3 ou 4 mois par an. C'est tout. Dans ces conditions, la pression sélective pour une peau plus claire n'a pas seulement augmenté. Elle a explosé. Ce n'était plus graduel. C'était une crise se produisant en temps réel. Les femmes avec une peau légèrement plus claire pouvaient synthétiser la vitamine D plus efficacement. Leurs enfants avaient des os plus forts. Leurs filles survivaient plus souvent à l'accouchement. Leurs petits-enfants étaient plus nombreux. Les preuves génétiques montrent exactement ce que tu attendrais de ce genre de sélection naturelle intense. Les gènes associés à la peau claire chez les Européens, particulièrement les variantes dans SLC2-4A5 et SLC4-5A2, montrent ce que les généticiens appellent des signatures de sélection positive récentes. Ce sont des gènes qui ont balayé les populations européennes incroyablement rapidement, beaucoup plus rapidement que ne le prédirait la dérive génétique aléatoire. Nous pouvons réellement calculer à quelle vitesse. Basé sur la prévalence de ces variantes dans les populations modernes et le taux de changement génétique, les chercheurs estiment que les gènes de peau claire sont passés de rares à presque universels dans les populations agricoles européennes en seulement 3 à 5 000 ans. C'est peut-être 150 à 250 générations. En termes évolutifs, ce n'est pas un changement. C'est une transformation. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Nous savons que cela s'est produit parce que nous pouvons comparer les génomes des Européens anciens de différentes périodes. Grâce aux améliorations dans l'extraction d'ADN ancien, les chercheurs ont séquencé l'ADN de squelettes européens allant d'il y a 40 000 ans à quelques siècles seulement. Et ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Les chasseurs-cueilleurs européens, les gens qui vivaient en Europe avant l'arrivée de l'agriculture, avaient la peau foncée. Pas nécessairement africaine foncée, mais significativement plus foncée que les Européens modernes. Un exemple célèbre est l'homme de Cheddar, un chasseur-cueilleur qui vivait en Grande-Bretagne il y a environ 10 000 ans. L'analyse génétique de ses restes remarquablement bien préservés montre qu'il avait la peau foncée, les cheveux foncés et les yeux bleus. Cette combinaison semble inhabituelle pour nous maintenant, mais elle était probablement commune parmi les Européens pré-agricoles. Ces gens étaient en Europe depuis des milliers d'années. Certains de leurs ancêtres y étaient depuis les migrations humaines initiales il y a 40 000 ans. Ils avaient eu beaucoup de temps pour évoluer une peau plus claire s'il y avait eu une forte pression sélective pour cela. Mais ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Leur régime riche en poissons fournissait suffisamment de vitamine D. Puis l'agriculture est arrivée, apportée par des populations migrantes du Moyen-Orient. Ces premiers agriculteurs étaient déjà un peu plus clairs que les Africains, ayant vécu au Moyen-Orient pendant des milliers d'années. Mais ils n'étaient pas aussi clairs que les Européens modernes non plus. Le véritable éclaircissement spectaculaire de la peau s'est produit après qu'ils aient atteint l'Europe du Nord et que leurs aliments riches en vitamine D aient disparu de leur régime. Les preuves génétiques montrent que les Européens modernes sont un mélange de 3 populations ancestrales. Les chasseurs-cueilleurs originaux à peau foncée, les premiers agriculteurs du Moyen-Orient, et plus tard les migrants de l'âge du bronze des steppes. Mais les gènes de peau claire ont balayé les 3 groupes une fois qu'ils vivaient avec des régimes à base de céréales dans les latitudes nordiques. Peu importait quelle était ta population ancestrale. Si tu cultivais en Scandinavie, tes descendants avaient besoin d'une peau claire pour survivre. Cela a créé une sorte de boucle de rétroaction évolutive. Une peau plus claire signifiait des enfants plus sains. Des enfants plus sains signifiaient des familles plus grandes. Des familles plus grandes signifiaient que les villages agricoles pouvaient grandir et s'étendre.
Les communautés agricoles prospères pouvaient soutenir plus de personnes, ce qui signifiait plus d'opportunités pour les gènes de peau claire de se répandre par reproduction et mariage. En quelques milliers d'années seulement, le paysage génétique de l'Europe avait été complètement transformé. La même chose se passait en Asie du Nord, bien que par des voies génétiques différentes. Les populations agricoles en Chine, Corée et Japon ont développé leurs propres variantes de peau claire. Des mutations dans différents gènes qui atteignent des résultats similaires. La vitesse de ce changement nous dit quelque chose de profond sur l'évolution humaine. Lorsque la pression sélective est suffisamment forte, lorsque la survie est littéralement en jeu, les populations peuvent changer avec une rapidité stupéfiante. Les mutations étaient déjà là, des variantes rares flottant dans la population. L'agriculture ne les a pas créées, elle les a juste rendues désespérément nécessaires. Et les gens vivant cette transformation n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas la génétique ou la vitamine D ou la sélection naturelle. Ils savaient juste que certaines familles semblaient plus saines que d'autres. Que les enfants de certaines femmes survivaient tandis que d'autres non. Qu'au fil des générations, les gens devenaient progressivement, mystérieusement plus pâles. Mais ils pouvaient voir les résultats. En quelques milliers d'années, les populations nordiques étaient passées de principalement foncées à principalement claires. La mutation qui s'était lentement répandue parmi les chasseurs-cueilleurs est devenue une nécessité de survie pour les agriculteurs. Et l'agriculture continuait de se répandre, portant les gènes de peau claire plus loin au nord et à l'est avec chaque génération d'agriculteurs de blé et d'orge poussant dans de nouveaux territoires. C'est pourquoi la couleur de peau a changé beaucoup plus rapidement que ce que nous attendrions de l'exposition au soleil seul. Il ne s'agissait pas seulement de s'adapter à moins de lumière du soleil. Il s'agissait de s'adapter à moins de lumière du soleil tout en mangeant un régime qui ne contenait presque pas de vitamine D. L'agriculture n'a pas seulement changé où vivaient les humains. Elle a changé ce que les humains mangeaient. Et ce changement alimentaire a créé des pressions sélectives plus intenses que tout ce que le climat seul aurait pu produire. Les personnes qui ont survécu étaient celles dont les gènes leur permettaient de synthétiser la vitamine D à partir du faible soleil nordique. Ceux qui pouvaient nourrir leurs enfants avec des céréales et toujours construire des os solides. Ceux qui pouvaient cultiver dans les forêts et survivre. Ils sont devenus nous, des agriculteurs à la peau pâle se répandant à travers le nord, transformant le paysage génétique de continents entiers en quelques milliers d'années seulement. Tout cela parce que quelqu'un a décidé que planter des graines était plus facile que chasser le cerf. Te voilà, allongé dans le noir ou dans la lueur d'un petit écran, à la toute fin d'une histoire qui a commencé bien avant qu'il y ait des écrans ou des villes ou même des mots. 300 000 ans d'histoire humaine. Et tout cela est écrit tranquillement dans ta peau. Cette nuit, nous avons suivi cette histoire depuis son début. Depuis de petits groupes d'humains à la peau foncée sous le soleil africain féroce jusqu'aux survivants dispersés d'anciens désastres climatiques jusqu'aux explorateurs s'aventurant prudemment dans de nouvelles latitudes où les hivers étaient longs, les ciels gris et la lumière du soleil soudainement rare et précieuse. Nous avons observé alors que les corps changeaient lentement, génération par génération. Les boucliers de mélanine qui protégeaient autrefois contre la lumière équatoriale brûlante ont commencé à s'amincir dans le nord. Les mutations qui laissaient entrer un peu plus d'UV, fabriquaient juste assez de vitamine D, gardaient quelques bébés de plus en vie pendant les saisons affamées. Ces minuscules différences se sont répandues. Elles sont devenues des modèles. Elles sont devenues ce que nous appelons maintenant la peau blanche ou la peau claire ou olive ou brun ou quoi que ce soit entre les deux. Tu portes tout ce voyage à la surface de ton corps en ce moment. La nuance exacte de ta peau. C'est une mémoire, un enregistrement des latitudes sous lesquelles tes ancêtres se tenaient, combien de soleil ils obtenaient, quels aliments ils cultivaient, quels hivers ils ont survécu, quels risques ils ont affrontés encore et encore jusqu'à ce que leur ADN se plie autour de ces défis. Ta peau n'est pas une étiquette. Ce n'est pas un système de classement. C'est une solution évoluée à un ensemble particulier de problèmes. Une lettre d'amour biologique tranquille du passé disant « Nous y sommes arrivés. Nous nous sommes adaptés. Nous avons continué pour que tu puisses être ici, respirant en ce moment. » Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas seulement clair ou foncé ou entre les deux. Tu vois des déserts et des côtes, des glaciers et des prairies. Tu vois des ancêtres blottis autour de feu, suivant les saisons, remarquant quand le soleil revenait, ajustant leur vie et leur corps pour correspondre au ciel. Et quand tu regardes quelqu'un d'autre n'importe où sur Terre, tu regardes une autre histoire de survie,
un autre chemin à travers le même labyrinthe de 300 000 ans. Peut-être que leurs gens sont restés près de l'équateur et ont gardé cette armure protectrice profonde de mélanine. Peut-être qu'ils ont dérivé dans des forêts nordiques ou des îles orageuses ou des vallées montagneuses élevées où les gènes dénisoviens murmurent encore des instructions pour respirer l'air mince. Aussi différents que vous semblez à la surface, vous portez tous les deux le même héritage génétique ancien, le même chromosome fusionné, la même longue chaîne improbable de naissances chanceuses. Une famille humaine, 1000 façons différentes de porter le passé. Si ce voyage a gardé ton esprit doucement occupé pendant que ton corps se détendait, s'il t'a aidé à dériver un peu plus près du sommeil tout en nourrissant cette curiosité tranquille à l'intérieur de toi, tu pourrais vouloir entendre plus d'histoires comme celle-ci. Histoire douce, lente. Des grandes idées racontées d'une manière que ton système nerveux peut gérer à minuit. Si tu aimerais ça, tu peux appuyer sur j'aime sur cette vidéo. Cela aide d'autres cerveaux errants et sans sommeil à la trouver aussi. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer le prochain voyage lent à travers le temps profond. Et quand tu es éveillé et que tu as envie de partager, j'adorerais savoir d'où tu écoutes ce soir. Quelle partie de la planète te berce pendant que tu t'endors avec toute cette histoire ancienne dans ta tête? Fais-le-moi savoir dans les commentaires quand tu auras l'énergie. Si tu veux aller un peu plus loin, il y a aussi une option pour rejoindre la chaîne en tant que membre. Ce genre de soutien m'aide à continuer à faire des vidéos longues et soignées comme celle-ci, mais c'est complètement optionnel. Ta présence ici, ton attention est déjà plus que suffisante pour l'instant. Tu n'as pas à te souvenir des dates ou des noms. Tu n'as pas à retenir les détails techniques sur la vitamine D ou la mélanine ou les migrations anciennes. Tu peux juste laisser tout cela se brouiller un peu comme des pas dans le sable alors que la marée monte. Juste cette pensée suffit à emporter avec toi dans le sommeil. Chaque cellule de ton corps est la preuve que tes ancêtres étaient suffisamment bons pour vivre, suffisamment bons pour s'adapter, suffisamment bons pour aimer, protéger et espérer tout le chemin depuis le ciel nocturne africain jusqu'où tu te reposes maintenant. Différentes nuances, différentes histoires, une ligne continue. Alors que ta respiration ralentit, imagine toutes ces lignes tissées ensemble autour du globe comme de faibles fils brillants dans le noir. Des milliards de personnes, des milliards de voyages, tous remontant aux mêmes petits groupes effrayés et déterminés qui ont refusé d'abandonner. Tu fais partie de cela. Tu l'as toujours été. Laisse tes yeux devenir lourds. Laisse l'histoire continuer sans toi pendant un moment. Le soleil se lèvera sur la même planète partagée demain, peignant le même spectre de peau humaine avec la même lumière. Et tu peux t'endormir en sachant que sous tout, nous sommes une famille étendue. Toujours en train de s'adapter, toujours en train d'apprendre, toujours là. Mais avant de laisser le sommeil t'emporter complètement, il reste une partie fascinante de cette histoire à explorer. Une partie qui montre à quel point l'évolution humaine récente a été complexe et diverse. Parce que si nous avons beaucoup parlé des Européens et de comment ils sont devenus pâles, ce n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste et plus riche. Il y a des populations partout dans le monde qui ont trouvé leur propre solution au même problème. Des solutions qui sont parfois similaires, parfois radicalement différentes. Et comprendre ces variations nous dit quelque chose de profond sur la flexibilité de l'espèce humaine. Prenons les populations d'Asie de l'Est. La Chine, le Japon, la Corée. Si tu as déjà visité ces pays ou rencontré des personnes de ces régions, tu as remarqué qu'elles ont souvent une peau claire. Pas exactement comme les Européens, mais certainement beaucoup plus claire que les Africains équatoriaux ou même que de nombreuses populations d'Asie du Sud. Comment cela s'est-il produit? Encore une fois par l'évolution, mais par une voie complètement différente. Lorsque les scientifiques ont analysé les gènes qui contrôlent la pigmentation de la peau chez les Asiatiques de l'Est, ils ont découvert quelque chose de remarquable. Les mutations spécifiques qui rendent la peau européenne claire, ces variantes dans SLC de 4 à 5 que nous avons mentionnées, sont presque complètement absentes dans les populations asiatiques. Attends, quoi? Comment peuvent-ils avoir une peau claire sans les gènes de peau claire? La réponse est qu'ils ont des gènes différents. L'évolution a trouvé une autre façon de résoudre le même problème. En Asie de l'Est, la peau plus claire est principalement due à des mutations dans un gène complètement différent appelé OCA2, ainsi que dans plusieurs autres gènes que les scientifiques identifient encore. Ces gènes fonctionnent différemment de ceux qui éclaircissent la peau européenne. Ils affectent différentes voies biochimiques dans les cellules productrices de mélanine. Mais le résultat final est similaire. Moins de mélanine, peau plus claire,
Meilleure capacité à synthétiser la vitamine D à partir d'une faible lumière solaire. C'est comme si deux ingénieurs, travaillant indépendamment dans différentes parties du monde, avaient conçu deux machines différentes pour résoudre exactement le même problème. Les machines semblent différentes, utilisent des pièces différentes, fonctionnent selon des principes légèrement différents. Mais elles obtiennent toutes les deux le même résultat. Cette évolution convergente nous dit quelque chose de crucial. Le passage à une peau plus claire n'était pas un accident unique qui s'est ensuite répandu dans le monde. C'était une réponse universelle à une pression environnementale. Partout où des humains à la peau foncée se déplaçaient vers des latitudes nordiques avec peu de soleil et commençaient à manger des régimes pauvres en vitamine D, l'évolution favorisait les mutations qui rendaient la peau plus claire. Peu importait quelle mutation spécifique apparaissait. Tant qu'elle résolvait le problème, elle se répandait. En Europe, c'était principalement SLC24A5 et SLC45A2. En Asie de l'Est, c'était principalement OCA2 et d'autres. Des chemins différents vers la même destination. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Certaines de ces mutations asiatiques de l'Est ne font pas que éclaircir la peau. Elles ont aussi d'autres effets. Le gène EDAR, par exemple, qui est très fréquent dans les populations asiatiques, affecte non seulement la pigmentation de la peau mais aussi l'épaisseur des cheveux, la forme des dents et même la densité des glandes sudoripares. Cela suggère que cette mutation particulière aurait pu être sélectionnée à l'origine pour autre chose, peut-être une meilleure adaptation au climat froid grâce à des cheveux plus épais et des réponses de transpiration différentes. L'éclaircissement de la peau aurait pu être un effet secondaire qui s'est avéré être avantageux pour la production de vitamine D. L'évolution est comme ça. Elle ne conçoit pas de solution parfaite. Elle bricole avec ce qui est disponible. Parfois, une mutation fait plusieurs choses à la fois. Si ces choses combinées donnent un avantage de survie, la mutation se répand, même si certaines de ces effets n'étaient pas intentionnels. Maintenant, tournons-nous vers une population qui défie complètement les règles que nous avons décrites. Les Inuits, les peuples autochtones de l'Arctique, vivant au Groenland, dans le nord du Canada et en Alaska. Ces gens vivent à certaines des latitudes les plus élevées sur Terre. Des parties du Groenland et du nord du Canada voient à peine le soleil pendant des mois en hiver. Selon toute notre logique, ils devraient avoir évolué la peau la plus pâle de toute population humaine. Ils vivent dans l'un des environnements UV les plus faibles de la planète. La pression de sélection pour une peau claire devrait être maximale. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Les populations inuites traditionnelles ont maintenu une peau relativement foncée malgré la vie dans certains des environnements les plus sombres possibles. Pendant des décennies, cela a perplexé les chercheurs. Cela semblait violer tout ce que nous savions sur l'évolution de la couleur de peau. Puis les généticiens ont compris la réponse. Elle n'était pas écrite dans leur peau. Elle était écrite dans leur régime. Les Inuits mangeaient presque exclusivement des produits animaux. Viande de phoque, graisse de baleine, poisson, caribou. Et ces aliments, particulièrement les mammifères marins, sont extraordinairement riches en vitamine D. Un régime lourd en phoque et en baleine fournit plus de vitamine D que la plupart des humains ne pourraient jamais synthétiser par exposition au soleil. Les Inuits n'avaient pas besoin de peau pâle parce qu'ils obtenaient leur vitamine D par la nourriture. La pression de sélection qui a conduit à l'éclaircissement de la peau dans les populations européennes et asiatiques n'était tout simplement pas présente. Ils pouvaient maintenir une peau plus foncée, ce qui aurait pu en fait fournir des avantages dans leur environnement. Une meilleure protection contre le rayonnement UV se reflétant sur la neige et la glace. Risque réduit de gelure puisque la mélanine aide à réguler la rétention de chaleur dans la peau. Sans la pression de vie ou de mort pour produire de la vitamine D par synthèse cutanée, il n'y avait aucune raison évolutive de développer une peau pâle. Ils ont résolu le problème nordique de la vitamine D par la culture et le régime plutôt que par l'adaptation génétique. C'est un exemple parfait de comment la biologie et la culture ne sont pas séparées. Elles interagissent constamment. Les Inuits ont créé une solution culturelle, un régime spécialisé, qui a éliminé une pression de sélection biologique. D'autres populations qui ne pouvaient pas ou ne développaient pas de tels régimes ont dû évoluer des solutions biologiques à la place. Maintenant, prenons du recul et regardons le modèle global. Si tu cartographies la couleur de peau humaine à travers le monde, un gradient clair émerge. À l'équateur, où le rayonnement UV est le plus fort toute l'année, les populations maintiennent la peau la plus foncée.
Cela inclut les personnes en Afrique subsaharienne, mais aussi les populations indigènes de Nouvelle-Guinée, d'Australie et de certaines parties du sud de l'Inde. Ces populations n'ont jamais quitté les environnements à UV élevé, donc elles n'ont jamais fait face à la pression de sélection pour éclaircir leur peau. Elles ont conservé le trait humain ancestral. Une peau foncée emballée avec de la mélanine, parfaitement adaptée à la lumière solaire intense. Alors que tu t'éloignes de l'équateur, les tons de peau s'éclaircissent progressivement. Ce gradient n'est pas parfait. L'histoire, la migration et le métissage ont compliqué l'image. Mais le modèle global tient à travers les continents. Au Moyen-Orient et dans les régions méditerranéennes, les populations ont développé des tons de peau intermédiaires. Elles recevaient suffisamment d'UV pour bénéficier d'une certaine protection de mélanine, mais pas assez pour que la peau foncée soit essentielle. Les populations dans ces régions portent des signatures génétiques mixtes. Certains gènes pour une peau claire provenant de lignées européennes, certains gènes pour une peau plus foncée provenant de lignées africaines. Le résultat est les teints olives et bronzés caractéristiques des populations méditerranéennes, moyen-orientales et nord-africaines. L'Asie du Sud montre un modèle similaire, mais avec encore plus de complexité. Les populations indiennes du Nord ont tendance à avoir une peau plus claire que les populations du Sud. Cela suit le gradient de latitude, mais c'est aussi influencé par des milliers d'années de migration et de métissage. Des vagues de personnes se déplaçant depuis l'Asie centrale, l'Iran et d'autres régions, se mariant avec les populations indigènes, créant des mosaïques génétiques. Certains individus portent des gènes de peau claire des lignées européennes et asiatiques, plus des gènes de peau foncée des populations ancestrales. Le résultat est l'une des gammes les plus diverses de tons de peau n'importe où dans le monde, le tout dans une seule région géographique. L'Asie centrale présente un autre cas fascinant. Les populations là-bas montrent des preuves de métissage génétique entre les lignées européennes, asiatiques et moyen-orientales. Elles portent des mutations SLC de 4 à 5 de l'Ouest, des mutations EDAR de l'Est, et divers gènes intermédiaires de populations qui ne se sont jamais complètement éclaircis. Ce métissage a créé des populations avec des tons de peau qui ne correspondent pas parfaitement aux catégories simples. Pas tout à fait aussi pâles que les Européens du Nord, pas aussi clairs que les Est-Asiatiques, mais distinctes des deux. Les Amériques ajoutent encore une autre couche de complexité. Lorsque les humains ont traversé pour la première fois dans les Amériques il y a environ 15 à 20 000 ans, ils portaient des signatures génétiques asiatiques. Ils avaient déjà évolué une peau plus claire à travers les mutations EDAR et apparentées. Mais ensuite quelque chose d'intéressant s'est produit. Alors qu'ils se répandaient à travers les Amériques, ils ont rencontré une énorme gamme d'environnements. De la toundra arctique aux forêts tropicales, des montagnes à haute altitude aux terres côtières. Différentes pressions de sélection dans différents environnements ont commencé à pousser la couleur de peau dans différentes directions. Les populations qui sont restées dans les régions nordiques ont maintenu une peau relativement claire. Celles qui se sont déplacées dans les régions équatoriales comme l'Amazonie ont commencé à évoluer une peau plus foncée à nouveau. Elles réinventaient la protection contre le rayonnement UV élevé. Au moment où les Européens sont arrivés dans les Amériques, les populations indigènes affichaient une large gamme de tons de peau. Les peuples inuits dans l'Arctique maintenaient une pigmentation modérée. Les populations dans l'Amérique du Nord tempérée avaient une peau claire à modérée. Les groupes au Mexique et en Amérique centrale montraient plus de pigmentation. Et les peuples amazoniens avaient développé une peau assez foncée, approchant les niveaux africains dans certains cas. Tout cela s'est produit en moins de 20 000 ans. Un clin d'œil en termes évolutifs, mais assez rapide pour créer des différences visibles en réponse aux pressions environnementales locales. Puis vint l'ère moderne, l'âge de l'exploration, de la colonisation et de la migration de masse. Les gens de tous les coins du monde ont commencé à se déplacer, à se mélanger, à avoir des enfants ensemble. Les gènes européens se sont écoulés dans les Amériques, l'Afrique et l'Asie. Les gènes africains se sont répandus aux Amériques et en Europe. Les gènes asiatiques ont atteint partout. Ce mélange a créé des populations avec une diversité génétique sans précédent. Les populations modernes dans les Caraïbes, au Brésil, au Mexique et dans le sud des États-Unis portent des signatures génétiques de 3 continents ou plus. Africains, Européens et Amérindiens indigènes, parfois avec des contributions asiatiques également. La gamme résultante de tons de peau est extraordinaire.
Dans une seule famille, les frères et sœurs peuvent avoir une coloration radicalement différente selon la combinaison de gènes qu'ils ont hérités. Ce mélange s'accélère encore. Chaque génération voit plus d'échanges génétiques entre les populations qui ont évolué séparément pendant des dizaines de milliers d'années. Nous créons une population humaine mondiale avec une diversité génétique sans précédent. Mais voici ce qui est beau dans toute cette complexité. Malgré les différents chemins, les différentes mutations, les différentes échelles de temps, nous sommes tous connectés. Chaque humain vivant aujourd'hui descend de ses ancêtres africains qui ont d'abord développé une peau foncée comme protection contre le soleil. La peau pâle, les tons intermédiaires, les variations infinies que nous voyons aujourd'hui, ce sont toutes des modifications de ce trait ancestral. L'évolution n'a pas créé des types séparés d'humains. Elle a créé un spectre, un gradient, une belle gamme de variations, le tout basé sur la même biologie fondamentale. Tes os, ton sang, tes histoires, ta peur et ton courage, ta perte et ton amour. Ce sont les choses qui nous définissent et elles ne se soucient pas de la mélanine. Alors maintenant, alors que tu dérives plus profondément vers le sommeil, considère ceci. La prochaine fois que tu vois quelqu'un dont la peau semble différente de la tienne, souviens-toi que tu regardes une solution différente au même problème, un chemin différent qui a conduit à la même destination. Nous sommes tous des descendants des mêmes ancêtres africains, tous des produits des mêmes processus évolutifs, tous humains. Ta couleur de peau, quelle qu'elle soit, raconte une histoire. Une histoire sur l'endroit où tes ancêtres vivaient, quels défis ils ont affrontés, comment ils se sont adaptés pour survivre. Mais ce n'est pas une histoire sur des différences essentielles. C'est une histoire sur des variations superficielles sur un seul thème. Nous sommes tous la même espèce, tous portant le même kit génétique de base, juste avec des réglages légèrement différents ajustés pour correspondre à la lumière du soleil où nos ancêtres se trouvaient vivre. Et maintenant, alors que nous dérivons encore plus profondément vers le repos, laisse-moi te raconter quelque chose d'encore plus remarquable sur cette histoire. Quelque chose qui montre à quel point nous sommes vraiment connectés. Quand les scientifiques étudient les génomes humains, quand ils regardent l'ADN de personnes du monde entier, ils trouvent quelque chose d'étonnant. Toute la diversité génétique chez les humains, toutes les variations qui existent entre 8 milliards de personnes sur cette planète, est minuscule comparée à ce que tu trouverais dans une seule troupe de chimpanzés. Sérieusement, une centaine de chimpanzés vivant dans une petite zone de forêt africaine ont plus de diversité génétique entre eux que tous les humains sur Terre combinés. Pourquoi ? Les données génétiques suggèrent qu'à un moment de notre histoire, la diversité humaine était bien plus restreinte qu'on ne s'y attendrait pour une espèce aussi ancienne. Certains chercheurs ont proposé qu'il y a environ 70 000 ans, la population humaine aurait pu traverser une période critique, peut-être en lien avec des changements climatiques majeurs ou d'autres facteurs environnementaux. Selon cette hypothèse, la population se serait réduite à quelques milliers d'individus reproducteurs, bien que ce scénario reste débattu dans la communauté scientifique. Ce que les analyses génétiques révèlent, c'est que notre espèce a traversé au moins une période où la diversité génétique s'est considérablement réduite. Quelle que soit la nature exacte de cet événement ou de ces événements, leurs traces demeurent inscrites dans nos gènes aujourd'hui. Une partie de la variation génétique qui existait chez nos ancêtres les plus lointains ne s'est pas transmise à l'ensemble des populations actuelles. Nous descendons tous d'un groupe relativement restreint, tous portant essentiellement un patrimoine génétique commun. C'est pourquoi la diversité génétique humaine est si faible. C'est pourquoi nous sommes tous si similaires sous la peau. Nous sommes littéralement tous cousins, descendants d'une population qui était assez petite pour que tout le monde soit réellement lié à tout le monde. Les quelques différences génétiques qui existent entre les populations humaines aujourd'hui, y compris la couleur de peau, se sont toutes développées relativement récemment dans notre histoire évolutive. Elles sont toutes des ajustements mineurs à un modèle humain fondamental qui est resté remarquablement cohérent à travers le temps. Pense à cela pendant un moment. Chaque personne que tu as jamais rencontrée, chaque visage que tu as jamais vu, porte dans son ADN les traces d'une histoire évolutive partagée. À la lumière de ce que révèlent les études génétiques, nous sommes tous porteurs d'un patrimoine génétique étonnamment similaire. Nos ancêtres ont traversé des périodes critiques, et leur résilience, leur refus d'abandonner, vit en chacun de nous. Et voici la partie vraiment belle. Parce que nous sommes tous si étroitement liés, parce que nous partageons tous la même histoire, les différences que nous voyons à la surface, la couleur de la peau, la texture des cheveux, la forme du visage, ne sont que ça.
superficielles, des adaptations aux conditions locales qui n'ont pas changé ce que nous sommes fondamentalement. Sous ta peau, quelle que soit sa couleur, tu as le même type de sang coulant à travers les mêmes types de veines. Ton cœur bat selon le même rythme de base. Tes poumons respirent le même air. Ton cerveau s'allume avec les mêmes motifs de pensée et d'émotion. Tu ris, tu pleures, tu espères, tu rêves, tout comme tous les autres humains qui ont jamais vécu. La couleur de ta peau ne prédit pas ton intelligence. Elle ne prédit pas ta personnalité. Elle ne prédit pas ta capacité, ta créativité, ta gentillesse ou ton courage. Elle prédit seulement une chose: combien de lumière solaire tes ancêtres recevaient et comment leurs corps se sont adaptés pour gérer ça. C'est tout, c'est toute l'histoire. Le reste, toutes les significations que nous avons attachées à la couleur de peau, toutes les hiérarchies que nous avons construites, toutes les divisions que nous avons créées, ce sont des constructions humaines. Ce ne sont pas des vérités biologiques. La biologie dit que nous sommes une espèce. Un groupe étroitement lié de survivants qui se sont répandus à travers le monde et se sont adaptés aux conditions locales tout en restant fondamentalement, génétiquement, les mêmes. La biologie dit que les différences que nous voyons sont récentes, superficielles et accent aigu volutivement insignifiantes. Mais la biologie dit aussi quelque chose d'autre. Elle dit que nous sommes remarquablement adaptables, que nous pouvons survivre dans presque n'importe quel environnement, que nous pouvons changer, évoluer, nous ajuster à de nouveaux défis. Les variations de couleur de peau que nous voyons aujourd'hui sont la preuve de cette adaptabilité. Preuve que le corps humain peut se réajuster pour faire face à différents niveaux de lumière solaire en seulement quelques milliers d'années. Et si nous pouvons faire ça, si nos corps peuvent changer si rapidement en réponse aux pressions environnementales, qu'est-ce que cela dit sur notre potentiel ? Qu'est-ce que cela dit sur ce que nous pourrions devenir dans le futur ? Le corps humain n'est pas fixe. Il n'est pas terminé d'évoluer. Chaque génération voit de nouvelles mutations apparaître. Certaines se répandent, d'autres disparaissent, mais l'évolution ne s'arrête jamais. Dans 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, qui sait à quoi ressembleront les humains ? Peut-être aurons-nous évolué des adaptations à la vie dans l'espace, ou sous les océans, ou sur d'autres planètes. Peut-être que la couleur de peau deviendra complètement sans importance alors que nous développons de nouvelles façons de protéger nos corps du rayonnement. Ou peut-être que le métissage croissant entre les populations créera un ton de peau humain moyen global, mélangeant tous les gradients ensemble. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais ce que nous savons, c'est que quels que soient les changements à venir, ils seront construits sur le même modèle humain de base que nous portons tous maintenant. Le même modèle qui a survécu aux âges glaciaires, aux migrations, aux famines, aux maladies et aux défis environnementaux majeurs. Le modèle humain résilient, adaptable, incroyablement réussi qui nous a permis de nous répandre dans chaque coin habitable de cette planète. Et ce modèle ne se soucie pas de la couleur de peau. Il ne discrimine pas entre clair et foncé. Il fonctionne juste, génération après génération, construisant des corps qui peuvent penser et ressentir et créer et aimer. Des corps qui peuvent se tenir sous n'importe quel ciel et trouver un moyen de survivre. Des corps qui portent l'histoire de chaque ancêtre qui a jamais vécu, écrite dans chaque cellule, dans chaque brin d'ADN. Alors laisse tout cela t'apaiser vers le sommeil. Laisse-le savoir que tu fais partie de quelque chose de si ancien, si vaste, si magnifiquement interconnecté. Tu n'es pas juste un individu. Tu es le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue remontant à des centaines de milliers d'années. Chaque ancêtre qui a jamais vécu a survécu juste assez longtemps pour avoir des enfants. Et ces enfants ont survécu, et leurs enfants, et ainsi de suite, tout le chemin jusqu'à toi. Tu es le produit de chances inimaginables. D'innombrables moments où les choses auraient pu mal tourner mais ne l'ont pas fait. D'innombrables décisions qui ont conduit tes ancêtres exactement où ils devaient être. D'innombrables adaptations qui les ont gardés en vie juste un peu plus longtemps. Tu es ici parce que tes ancêtres étaient les meilleurs survivants, les plus adaptables, les plus chanceux, les plus déterminés. Et cette même résilience, cette même adaptabilité, cette même détermination vit en toi maintenant. Dans chaque cellule de ton corps, dans chaque respiration que tu prends, tu es l'héritier de la plus grande histoire de survie jamais racontée. L'histoire de comment une petite population en Afrique a non seulement survécu mais s'est épanouie, se répandant à travers le monde entier, s'adaptant à chaque nouveau défi, trouvant des moyens de vivre dans les déserts et les toundras, les forêts tropicales et les îles, les montagnes et les côtes.
Ta peau, quelle que soit sa couleur, est juste un chapitre de cette histoire. Un chapitre sur comment tes ancêtres spécifiques se sont adaptés à leurs conditions spécifiques. Mais le livre entier, la grande épopée de l'humanité, c'est quelque chose que nous partageons tous. Chaque couleur, chaque nuance, chaque ton fait partie de la même histoire de survie, d'adaptation et de triomphe humain. Alors que tes paupières deviennent de plus en plus lourdes, que ta respiration devient de plus en plus lente et profonde, laisse cette pensée finale t'apaiser. Nous sommes tous faits de la même étoffe, tous tissés du même tissu génétique, tous portant les mêmes histoires ancestrales dans nos cellules. Les différences que nous voyons à la surface ne sont que des variations superficielles. Dessous, au niveau moléculaire, au niveau génétique, là où ça compte vraiment, nous sommes tous remarquablement, incroyablement, magnifiquement les mêmes. Une espèce, une famille, une histoire. Dors bien, porteur de cette ancienne lignée. Repose dans la connaissance que tu es connecté à chaque autre humain sur cette planète par des liens plus profonds que la couleur de peau ne pourra jamais être. Demain est un nouveau jour, un nouveau chapitre dans la longue histoire humaine. Et toi, avec toute ta diversité génétique héritée, toute ta résilience ancestrale, tu es prêt à y faire face. Bonne nuit. Mais avant que tu ne t'endormes complètement, il y a une dernière dimension fascinante de cette histoire que nous devons explorer. Une dimension qui nous ramène au présent, au monde moderne dans lequel nous vivons maintenant. Parce que comprendre comment la couleur de peau a évolué n'est pas seulement une leçon d'histoire ancienne. C'est aussi une leçon sur comment nous vivons aujourd'hui, dans un monde où la carte ancienne et soigneusement calibrée entre la couleur de peau et la lumière du soleil a été complètement bouleversée. Pense-y, pendant des dizaines de milliers d'années, la couleur de peau humaine était assez bien alignée avec la géographie. Si tu vivais près de l'équateur, tu avais la peau foncée. Si tu vivais loin de l'équateur, ta peau était plus claire. C'était une adaptation finement réglée qui avait pris des millénaires à évoluer. L'évolution avait créé un équilibre parfait entre la protection UV et la production de vitamine D pour chaque zone climatique. Mais dans les derniers quelques siècles, en particulier dans les dernières décennies, cet équilibre soigné s'est effondré. Les avions traversent les océans en quelques heures. Les gens migrent d'un continent à l'autre en une seule génération. Des familles dont les ancêtres ont vécu en Afrique pendant des centaines de milliers d'années déménagent maintenant à Stockholm. Des familles dont les ancêtres ont évolué une peau pâle dans les brouillards irlandais déménagent maintenant à Sydney. Et leur corps porte toujours les adaptations évolutives pour les environnements que leurs ancêtres ont quittés. Une personne à la peau foncée vivant en Scandinavie a toujours une peau conçue pour bloquer le soleil africain intense, mais maintenant elle vit quelque part où le soleil est faible et rare. Une personne à la peau pâle vivant en Australie a toujours une peau conçue pour maximiser l'absorption UV dans le nord nuageux, mais maintenant elle vit sous l'un des soleils les plus intenses de la planète. Ces décalages créent de réels problèmes de santé. Prenons l'Australie en premier. C'est un excellent exemple parce que le décalage y est si dramatique. L'Australie se trouve sous certains des rayonnements UV les plus forts sur Terre. Pendant des dizaines de milliers d'années, les peuples aborigènes d'Australie ont évolué une pigmentation cutanée profonde et protectrice qui fonctionnait magnifiquement avec ce soleil extrême. Puis, au cours des derniers siècles, un grand nombre d'Européens à la peau très claire sont arrivés. Des peaux qui avaient été façonnées pour les ciels plus nuageux de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Europe du Nord, se sont retrouvés sous un soleil brûlant et implacable que leurs mélanocytes n'avaient jamais été construits pour gérer. Le résultat ? Une expérience sur le cancer de peau se déroulant en temps réel. Dans les régions à UV élevées comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certaines parties d'Afrique du Sud, les populations à peau claire ont certains des taux de cancer de peau les plus élevés jamais enregistrés. Carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire, mélanome, le type le plus dangereux. Ce ne sont pas des erreurs de l'évolution. C'est ce qui se passe quand nous bougeons plus vite que l'évolution ne peut suivre. Ta peau claire n'a jamais été conçue pour te rendre malade. Elle a été sélectionnée parce que dans des environnements sombres et à faible UV, elle permettait à ton corps de produire suffisamment de vitamine D pour construire des os solides, des systèmes immunitaires sains et des enfants survivants. Mais déplace cette même peau soudainement vers un soleil tropical dur, et le compromis s'inverse. L'avantage, production rapide de vitamine D, n'a plus d'importance parce qu'il y a de la vitamine D partout dans cette lumière solaire. Au lieu de cela, la vulnérabilité devient fatale.
Les rayons UV tranchent à travers les cellules non protégées, endommageant l'ADN. La plupart du temps, ton corps le répare. Parfois, les réparations sont imparfaites. Une cellule devient scélérate. Une tumeur commence. Maintenant, inverse la situation. Pense à une famille dont les ancêtres ont évolué sous le soleil équatorial brûlant. Des couches de mélanine profonde, un écran solaire naturel puissant. Pendant des centaines de générations, ce ton de peau était parfait. Il bloquait les UV qui auraient détruit le folate dans le sang tout en laissant passer suffisamment pour fabriquer de la vitamine D dans un endroit où la lumière solaire était abondante toute l'année. Puis en quelques décennies, peut-être juste une seule vie, cette famille déménage vers le nord. Pas juste un peu au nord, loin au nord. Londres, Oslo, Toronto. Longs hivers, soleil bas, ciel nuageux. Cette même mélanine protectrice devient maintenant une barrière. Elle est toujours excellente pour bloquer les UV, mais maintenant les UV sont précieux. Ta peau a besoin de chaque photon qu'elle peut attraper juste pour produire suffisamment de vitamine D. Les jours sont courts, le soleil est faible. Tu passes d'un environnement où la vitamine D était sans effort à un où elle devient une ressource fragile. La carence en vitamine D ne s'annonce pas avec des lumières clignotantes. Elle rampe, les os font mal, les enfants peuvent développer le rachitisme, des os mous qui se plient et se déforment. Les adultes deviennent plus sujets aux fractures, aux problèmes immunitaires, peut-être à de subtils changements d'humeur alors que les saisons deviennent sombres. La logique évolutive ancienne, protéger le folate à tout prix dans un soleil brutal, entre maintenant en collision avec une vie moderne vécue dans un monde froid et sombre, souvent à l'intérieur sous des toits et des lumières fluorescentes. Alors, tu as deux problèmes en miroir. Les personnes à la peau claire transplantées dans des environnements à UV élevés, surexposés. Les personnes à la peau foncée transplantées dans des environnements à faible UV, sous-exposés. Les deux situations sont l'évolution désynchronisée avec la géographie. Mais les humains ont une nouvelle astuce, une astuce que les anciennes espèces n'ont jamais eue. Nous piraons l'évolution. Nous inventons de la crème solaire, des chapeaux, des chemises à manches longues tissées à partir de fibres qu'aucun chasseur du Pléistocène ne pouvait rêver. Nous créons des pilules de vitamine D, de petites comprimés de lumière solaire dans une bouteille. Nous fortifions le lait, les céréales, les préparations pour nourrissons, même certains laits végétaux avec de la vitamine D supplémentaire. De la fausse lumière solaire dissoute dans la nourriture quotidienne. Nous construisons des lampes UV pour les gens dont les hivers sont trop longs. Nous étudions notre propre biologie et réacheminons tranquillement les voies anciennes qui étaient autrefois contrôlées uniquement par le climat et la sélection. Tes ancêtres ont évolué pour faire correspondre leur peau à leur ciel. Tu peux maintenant changer les règles lors d'un après-midi à la pharmacie. Les conséquences sont profondes. Pour la première fois de notre histoire, la couleur de peau ne détermine pas complètement où nous pouvons vivre en toute sécurité. Une personne profondément pigmentée peut être parfaitement en bonne santé dans le nord du Canada tant que le régime et les suppléments couvrent l'écart de vitamine D. Une personne à la peau très claire peut vivre pendant des décennies sous un soleil tropical ciel-ombre, couvre et protège sa peau de l'excès d'UV. La technologie a transformé les compromis lents de l'évolution en paramètres ajustables. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'arrête jamais. Chaque génération, de nouvelles mutations apparaissent. Certaines aident, certaines nuisent. La plupart ne font rien de remarquable du tout. Et les environnements que nous avons créés, villes, régimes, médecine, modes de vie intérieurs, sont tous de nouvelles arènes pour que la sélection naturelle fonctionne. La couleur de peau évolue-t-elle toujours ? Presque certainement, mais pas de la manière simple et directe qu'elle faisait autrefois. Dans les endroits où de nombreuses ascendances se mélangent, les grandes villes modernes, les hubs mondiaux, tu obtiens maintenant des enfants dont les gènes proviennent de multiples histoires UV à la fois. Un enfant à Londres dont les grands-parents venaient de Lagos et Varsovie et Mumbai et Shanghai. Il n'y a pas de lumière solaire correcte unique pour ce mélange génétique. Au lieu de cela, l'évolution pourrait commencer à s'ajuster pour quelque chose de nouveau. Pas seulement les niveaux UV bruts, mais comment ces gènes interagissent avec le régime, les soins de santé, le temps passé à l'extérieur, les habitudes culturelles. Peut-être que dans quelques milliers d'années, si les humains restent dans leur nouvelle maison et arrêtent de compter autant sur les suppléments et la crème solaire, tu verrais des changements subtils à nouveau. Légèrement plus de mélanine là où le soleil est fort, légèrement moins où il est faible.
Mais avec les voyages mondiaux, les mariages interraciaux à travers les continents et la technologie puissante, la sélection naturelle sur la couleur de peau entre maintenant en compétition avec la sélection culturelle. Avec le choix conscient, les parents déménagent pour des emplois, pour la sécurité, pour l'amour, pas pour les niveaux UV. Les médecins prescrivent des gouttes de vitamine D pour les nourrissons et de la crème solaire pour les tout-petits à la plage. Les campagnes de santé publique poussent les comportements d'une manière que l'évolution n'avait jamais anticipée. Les anciennes règles, sombres près de l'équateur, claires près des pôles, décrivent toujours le passé profond. Elles ne décrivent plus l'avenir aussi proprement. Et c'est là que comprendre vraiment l'histoire compte. Quand tu sais que la couleur de peau est à son cœur une négociation ancienne entre la lumière du soleil, les vitamines et la survie, la façon dont tu la vois change. Elle cesse de ressembler à une catégorie rigide, une étiquette fixe épinglée aux gens. Elle commence à ressembler à ce qu'elle est vraiment, une solution évoluante, adaptable, exquisément pratique aux problèmes locaux. La peau foncée n'est pas meilleure ou pire que la peau claire. C'est une stratégie à haute mélanine qui a fonctionné brillamment dans les environnements à UV élevé. La peau claire n'est pas meilleure ou pire non plus. C'est une stratégie à faible mélanine qui a rendu la vie possible dans des endroits où le soleil montre à peine son visage en hiver. Dans un monde sans navires, avions ou lumières électriques, chaque ton était un chef-d'œuvre d'adaptation. Le monde moderne a juste mélangé le jeu. Maintenant, les voisins dans la même rue peuvent porter des tons de peau qui se souviennent de soleils très différents. Le collègue de travail de quelqu'un, la mélanine pourrait être réglée pour l'intensité équatoriale. La tienne pour les côtes brumeuses du nord, celle de quelqu'un d'autre pour les hauts plateaux de montagne ou les forêts tempérées. Debout ensemble à un arrêt de bus sous le même ciel, vous portez tout différentes mémoires évolutives de lumière. La technologie nous permet de lisser les décalages, mais elle ne peut pas effacer l'histoire. Et connaître cette histoire change comment nous pensons à la diversité. Quand tu regardes ta propre peau dans le miroir, tu ne vois pas juste une couleur, tu vois une carte, un enregistrement des migrations que tes ancêtres ont faites, des climats qu'ils ont endurés, des crises nutritionnelles qu'ils ont résolues, des pressions de maladies auxquelles ils ont survécu. Chaque tache de rousseur, chaque nuance est un écho de l'ancienne lumière du soleil tombant sur d'anciens paysages. Quand tu regardes la peau de quelqu'un d'autre, tu vois une carte différente, un ensemble différent de migrations et de solutions. Pas une hiérarchie, une bibliothèque. Une collection de réponses à la question « Comment un corps humain peut-il vivre ici ?» Dans le passé, ces réponses étaient largement verrouillées à la place. Sombre près de l'équateur, clair près des pôles. Maintenant, dans les aéroports et les wagons de métro et les salles de classe universitaires, toutes ces réponses se mêlent. L'Amazone et le cercle arctique prennent le même train. Le Sahel et la Scandinavie s'assoient l'un à côté de l'autre à l'école. Et au lieu de laisser ces différences visibles nous diviser, nous pouvons les traiter comme des indices. Des preuves que nous sommes une espèce construite pour s'adapter, pour survivre, pour se répandre dans chaque coin de la planète. Des preuves que les frontières que nous dessinons, nous et eux, clairs et foncés, sont superficielles comparées à l'histoire partagée profonde écrite sous chaque nuance de peau humaine. Alors que tu es allongé là, peut-être dans une pièce sombre éclairée seulement par un petit écran, ta propre peau fait tranquillement son travail. Les molécules de mélanine absorbent les photons errants. Les voies de vitamine D ronronnent soutenues par la nourriture ou les suppléments ou le temps de la semaine dernière au soleil. Des couches d'adaptation, anciennes et modernes, travaillant ensemble. L'ancien monde a réglé nos corps sur des ciels spécifiques. Le monde moderne nous laisse porter ces corps n'importe où. L'adaptation a rencontré la migration. L'évolution a rencontré la technologie. Et de cette rencontre est venu un monde où la couleur de ta peau raconte toujours une histoire sur d'où tu viens, mais ne dicte plus où tu peux aller. Donc après tout cela, après les goulots d'étranglement et les migrations, les âges glaciaires et la lumière du soleil, les gènes s'allumant et s'éteignant comme de minuscules gradateurs moléculaires, que signifie réellement la couleur de peau ? Biologiquement, elle signifie une chose. Elle te dit combien de rayonnements ultraviolets la peau de tes ancêtres devait gérer. C'est tout. Pas à quel point ils étaient intelligents. Pas à quel point ils étaient gentils ou courageux ou créatifs. Juste combien de soleil leur corps devait résoudre. La couleur de ta peau, quelle qu'elle soit, raconte cette histoire. Une histoire sur où tes ancêtres vivaient, quels défis ils ont affrontés, comment ils se sont adaptés pour survivre. Mais ce n'est pas une histoire sur des différences essentielles.
C'est une histoire sur des variations superficielles sur un seul thème. Nous sommes tous la même espèce, tous portant le même kit génétique de base, juste avec des réglages légèrement différents ajustés pour correspondre à la lumière du soleil où nos ancêtres se trouvaient vivre. Donc alors que tu dérives vers le sommeil, tu peux te reposer dans cette connaissance. Tu fais partie d'une histoire immense et entrelacée. Ta peau n'est qu'un chapitre, magnifiquement écrit par des millions d'années de lumière solaire et de survie. Bonne nuit.